On m'entend. On y va? Tout le monde est installé, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous dans ce lieu très symbolique pour la ville de Lyon, le Matmut Stadium, pour la seconde édition des travaux sous-marins. Alors je me présente, je suis Isabelle Condou, je suis la rédactrice en chef du magazine Prévention BTP, magazine de l'OPP BTP, et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour animer cette journée. Tout au long de celle-ci, nous allons parler des spécificités de votre métier au travers de plusieurs tables rondes avec des intervenants experts de la profession. Et pour en parler tout de suite et introduire cette journée, j'appelle Arnaud Laval, le président du SNETI. On peut applaudir, bien sûr. Bonjour Arnaud. Bonjour. Voilà, alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, Arnaud? Alors, ce qui nous attend aujourd'hui, un programme très chargé. On a essayé de rentrer un maximum de thématiques sur la journée. Tout d'abord, je voudrais remercier à toutes les entreprises, tous les institutionnels, tous les partenaires d'être présents aujourd'hui et de nous accompagner et d'être aussi nombreux. Je suis ravi. Et donc ce matin, on va avoir une introduction de la journée qui sera réalisée par Paul Dufil, secrétaire général de l'OPP-BTP, aux côtés d'Alexandra Mathieu-Long, qui est la présidente déléguée générale du groupe Serfim. Et ce matin, nous avons fait un focus sur une table ronde générique qui va durer toute la matinée, autour du thème de la prévention et de la réglementation. Et on aura l'honneur d'accueillir tout à l'heure en visio la représentante de la Direction Générale du Travail, Caroline Jonon, qui participera donc à cette table ronde. Et on évoquera nos velléités d'évolution de réglementation et ce qu'on met en place aujourd'hui dans notre plan d'action jusqu'à 2025, aux côtés de la CNAM avec monsieur Jean-Claude Stéphanie et l'OPP-BTP avec le référent Hyperbar, Cédric Parodi. Cet après-midi, on sera sur un point un peu plus léger en termes d'institutions, mais on va évoquer des choses quand même très importantes, à savoir des problématiques très concrètes. On aura l'intervention de monsieur Trabelsi qui va nous donner le point d'avancement aujourd'hui sur le blocage du casque à H5, où toutes les parties prenantes aujourd'hui sont concernées dans notre métier. Et on fera un exercice qui n'a pas encore été fait dans la profession, à savoir, on va vous présenter des accidents du travail qui ont eu lieu dans 3 sociétés différentes, afin de partager ces accidents et dans un esprit de bienveillance, de vous mettre à disposition justement ce qui a été fait en post-accident, en analyse et en arbre des causes, pour que ces accidents ne surviennent plus dans le futur. Nous finirons ensuite avec l'intervention de personnes de la FNTP qui vont nous faire un point économique très précis sur l'activité du TP et comment s'inscrit aujourd'hui les travaux sous-marins dans cette économie. Et nous ferons aussi un point très important qui a été l'objet de plusieurs demandes via le questionnaire d'inscription, à savoir le point attractivité et pénibilité. Voilà, on va évoquer ce facteur. Et nous finirons avec un point du coup qui va tous vous tenir en haleine, j'espère, jusqu'à ce soir. On aura le plaisir d'accueillir Théo Mavrostovos, qui fera donc un grand témoignage aux côtés d'Isabelle, qui va nous retracer son parcours et qui nous donnera sa vision d'homme de terrain, de formateur et sa vision aujourd'hui par rapport à ce que nous essayons de mettre en place dans un futur très proche. Voilà, donc je vous remercie encore une fois et je redonne la parole à Isabelle. Merci Arnaud. Alors je pense que vous pouvez vous installer là-bas et je vais appeler du coup, comme vous l'avez précisé, pour introduire cette journée, Alexandra Mathieu-Long du groupe Serfim et Paul Dufil de l'OPP-BTP. Qu'on peut applaudir aussi. Alors les micros. Voilà, où vous voulez. Tant qu'on vous voit et que je vous vois, tout va bien. Bonjour, bonjour à tous les deux. Alors, je crois que vous vous connaissez un petit peu.
Voilà. Alors Alexandra, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter en quelques mots votre groupe, le groupe Serfim? Avec plaisir et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là et d'en découvrir plus sur l'hyperbarie avec cette journée. Le groupe Serfim, en quelques mots, c'est un groupe indépendant à l'actionnariat familial et salarial de 2800 personnes autour des métiers extrêmement diversifiés qui se rassemblent autour d'une raison d'être qui est vraiment de contribuer à améliorer la qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Et du coup, en lien avec toute cette raison d'être, on a une dizaine de métiers. Donc, pour les Lyonnais, bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, Arnaud le dira, mais il y en a quelques-uns. L'entreprise la plus connue du groupe, ça va être Serpollet, sur tous les métiers de réseau d'électricité. Voilà, le réseau d'électricité, d'éclairage public, d'aménagement de la ville, les réseaux d'eau, d'assainissement, les métiers d'ouvrage d'art, évidemment en lien avec les métiers de l'hyperbarie, de la route, évidemment tous les métiers de l'environnement, sur la dépollution, le recyclage ou les énergies renouvelables. Merci Alexandra. Alors depuis que vous avez pris la tête du groupe, j'imagine que vous avez vu des évolutions dans les métiers des travaux sous-marins. Justement, quelles évolutions vous avez vues depuis que vous êtes arrivé à la tête de votre groupe? Alors, j'ai eu la chance effectivement de rejoindre pour ma part le groupe il y a à peu près 5 ans, presque 6 ans d'ailleurs, et d'en reprendre la tête officiellement depuis janvier. Et on a effectivement vu une forte évolution. Je vais reprendre un petit peu plus loin déjà que mon arrivée pour avoir suivi cette activité. En fait, Satif a une histoire donc assez ancienne, créée en 86 avec la partie inspection avec Satifoa en 2005 et ces deux entreprises ont rejoint le groupe en 2008, donc c'est à partir de là que cette intégration s'est faite et je pense qu'on s'est vraiment rejoint sur toutes les valeurs humaines, la vision de l'entreprise et justement de rester le plus possible à taille humaine. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au sein de Serfim et c'est pour ça qu'on a beaucoup de filiales malgré la taille du groupe. Et c'est vrai que j'ai eu plaisir à découvrir, c'est un peu plus ancien, mais des sujets et des décrets un peu stratégiques pour votre métier qui ont un peu transformé la profession. Déjà le décret de 92 avec le passage de 2 à 3 scaphandriers. Et puis en 2011, donc avec l'arrêt, on va dire, de la plongée en bouteille, en passant avec le narguilé obligatoire. Et c'est vrai qu'on voit déjà avec ces évolutions-là comment la profession a fortement évolué. Et plus récemment, pour répondre, on va dire plus précisément aux évolutions, déjà il y a tout ce qui est mis en place dans la profession en matière de moyens téléopérés qui ont permis avec les ROV, les caméras acoustiques, les sonars et j'en passe, de changer la manière dont on fait notre métier. Et puis bien sûr aussi comment on a importé, alors là plus précisément pour parler un peu de Serfim, certains métiers sur la régénération d'ouvrages, sur tous les métiers en lien avec l'expertise en matière d'eau potable qu'on avait notamment au sein de Nouvetra, par exemple. Donc comment ces métiers-là en fait s'amènent au métier de l'hyperbarie et comment aussi en investissant de plus en plus dans du matériel de qualité et je pense notamment pour Satif à notre pompe de dragage qui a transformé aussi la manière de faire notre métier en matière de sécurité et de confort de travail. Et donc voilà, j'ai eu plaisir à découvrir des sujets que vous connaissez bien, mais sur toute l'évolution autour des casques, la sécurité des équipements de plongée, les moyens téléopérés et puis les évolutions donc réglementaires. On parlait de 2 à 3 et potentiellement le film que vous avez vu sur l'expérimentation et les impacts du passage de 3 à 4 scaphandriers dans les réflexions un petit peu plus larges. Tout à l'heure, tout à fait, merci. Alors vous l'avez dit, dans votre groupe, il y a de nombreuses autres activités. Justement, si vous les mettez en regard, quelles seraient les spécificités du métier des travaux hyperbares? Alors, évidemment, il y a des choses qui se rejoignent avec nos autres métiers, on va dire, mais effectivement, je dirais avec des points qui sont encore plus importants dans le fait d'avoir un besoin d'un très grand professionnalisme. Je dirais une préparation qui est évidemment d'autant plus importante dans le métier de l'hyperbarie, une précision quasi chirurgicale, je dirais. Et puis, cette particularité qu'on a dans d'autres métiers, mais du grand déplacement, qui est dans un environnement tout le temps constamment en mouvement, en étant souvent très loin, même à l'international.
Et puis après, évidemment, pour faire le lien avec le thème de la matinée, c'est évidemment toutes les particularités en matière de prévention et de sécurité. Donc effectivement, le fait de devoir maîtriser d'abord, avant de maîtriser son métier, le métier et la formation autour de la plongée en sécurité avant tout, ce qui reste l'enjeu clé, de maîtriser évidemment son métier. On sait que beaucoup de gens ont des reconversions professionnelles et c'est ça aussi qui rend le métier passionnant. Et le fait aussi, peut-être une dernière particularité, alors on l'a dans certains environnements de travail, mais vous le savez, hein, le danger il est vraiment permanent et tout le temps, et du coup comment on se met dans des conditions pour faire son travail en toute sécurité. Alors, on va parler de prévention, mais un petit mot quand même sur tout ce qui est développement durable, transition écologique. Hein. Vous faites partie, vous êtes membre de la Commission nationale. Alors, vous m'en voudrez pas, je ne connais pas le titre exact, on a tourné autour. Commission nationale de suivi de transition écologique à la FNTP. Et quel est l'impact, selon vous, du coup, de ces sujets-là sur les métiers de l'Hyperbarré ? Alors effectivement, on a au sein de Serfim beaucoup de métiers en lien avec direct ou indirect avec la transition écologique, et j'ai le plaisir à être à cette commission de la FNTP qui fait vraiment écho en fait à plusieurs enjeux. En fait, évidemment, c'est la manière dont on fait notre métier, donc comment on va faire nos métiers en réduisant notre impact. Et par exemple, la FNTP promeut un logiciel comme le logiciel SEV, qui va permettre d'analyser l'impact carbone en fait d'un chantier. Alors je l'ai beaucoup plus vu utilisé pour les chantiers, on va dire, de TP plus classiques. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment on peut davantage impacter, mesurer notre impact et ajuster par rapport à ça. Et puis, encore peut-être plus intéressant pour moi, la question de la finalité de nos métiers. Je pense, en tout cas, on peut se le redire, on peut être très fier de à quoi la profession de l'hyperbarie contribue en termes d'aménagement autour de la transition écologique. Évidemment, avec évidemment toute la partie hydroélectricité qui reste probablement la plus grosse activité. Je laisserai Arnaud corriger si je me trompe. Toutes les activités en lien avec l'eau potable et la préservation de cette ressource qui est clé. Donc c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup de rénovation, de réparation, et on a vraiment de quoi être fier de nos métiers et d'insister là-dessus. Je ferai écho au sein de cette commission. On travaille aussi toute la question de l'adaptation climatique avec quelque chose qui va sortir prochainement autour d'infraclimat qui permet en fait de sensibiliser les acteurs publics sur l'état des infrastructures. Donc ils prennent les ponts, les routes, les stations d'épuration, et en fonction des différents degrés de scénario, comment ceux-ci peuvent être évolués. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les acteurs publics pour investir dans ces sujets clés. Les sujets d'avenir. Prévention, du coup, vous en avez touché 2 mots. Donc la prévention dans ce métier, je ne l'apprendrai à personne, elle est primordiale. Vous portez vous-même ce sujet au sein du groupe et sur ces activités-là. Qu'est-ce que vous pouvez en dire justement de la prévention ? En quoi elle est importante pour vous ? Alors, la prévention, elle est évidemment préalable, non négociable, vous le savez, dans nos activités. Au sein de Serfim, de par la diversité de nos activités, on est exposé à des risques forts, hein, que ce soit les réseaux sous tension, la conduite d'engins, les chutes de hauteur, de la manutention, des interventions en milieu confiné, évidemment, le risque d'hyperbarie en général. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment comment faire de la sécurité un allié au quotidien, un vrai travail sur la question de la performance même de l'entreprise, et de le travailler de manière globale. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler, je prends un angle pour le moment un petit peu plus large que les métiers de l'hyperbarie, mais une vraie feuille de route en matière de transformation de la prévention. La profession a énormément évolué, il faut le reconnaître, et pour autant on reste dans les secteurs, et là je laisserai Paul corriger là-dessus, mais qui restent très à risque. Du coup on a travaillé à la fois un état des lieux sur le niveau de maturité en matière de culture, sécurité, de prévention au sein de Serfim, et donc une feuille de route qu'on lance pour les 3 prochaines années pour vraiment transformer, travailler sur les enjeux de formation, d'indicateurs de manière plus qualitative, et évidemment j'en passe. Évidemment,
évidemment, on a déjà des choses qui sont en place et qui me tiennent très à cœur. On a nos prix Serfim d'or par rapport à nos challenges internes de sécurité. On a la remontée des indicateurs, évidemment, sur toute la partie comité direction. Et évidemment, tout le travail qui est fait avec notre comité prévention, et notamment sur le mois de la prévention cette année qu'on a fait autour du thème de la main. Qui est la main mise à risque fortement. Donc on a fait tout un jeu. L'idée, c'est évidemment rendre ces sujets-là ludiques et attractifs, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident d'y consacrer du temps et de l'énergie et d'avoir un engagement au quotidien des équipes sur le sujet. Merci. Alors, Paul Dufil, je m'adresse à vous maintenant, puisqu'on parle de prévention. Vous êtes secrétaire général de l'OPP-BTP. J'ai envie de vous poser la même question que j'ai posée en introduction à Alexandra. Depuis votre arrivée à la tête de l'organisme en 2008, il me semble. Quelles évolutions vous avez vues des métiers de l'hyperbarie ? Ma première pensée, je commencerai par rappeler ou rebondir sur les propos d'Alexandra en disant que l'hyperbarie fait partie pour moi des deux métiers dans le domaine du bâtiment et des travaux publics où les questions de prévention sont structurantes dans le métier. Les amis cordistes, et je sais qu'un certain nombre des entreprises représentées ici aujourd'hui pratiquent les deux activités. Ce sont deux activités où vraiment la prévention structure l'ensemble du métier. Donc ça, c'est un élément, je dirais que c'est le premier élément. Le deuxième élément qui les rassemble, et ça me fait penser justement à ce que j'ai vu comme évolution avec des activités hyperbar, ce sont deux activités pour lesquelles les entreprises, l'organisation professionnelle, se prennent par la main pour justement faire progresser le métier, faire évoluer les standards professionnels, les transmettre dans la réglementation quand on le peut. La réglementation, parfois, ne va pas aussi vite que ce qu'on le voudrait. Mais donc, il y a une vraie prise d'initiative. Et j'en parlais avec Jean Lelièvre tout à l'heure. On se posait la question, quand est-ce qu'on a signé la première convention au PP-SNETI? On disait entre 12 et 15 ans. Hein. On avait eu une autre étape importante avec Hélène Schultz, autour de 2018-2019, hein, où je rappelle qu'à ce moment-là, on a eu une petite épidémie d'accidents mortels en France, hein, qui nous a amenés les uns les autres effectivement à nous saisir encore plus avant de ces questions-là, et avec une étape, pour le coup, que je trouve importante. Là aussi, j'ai bien aimé ce que Alexandra a rappelé sur quelques éléments qui semblent de l'histoire ancienne. Équipe de deux, passage au narguilé, aujourd'hui ce sont des évidences, mais c'est pas si vieux que ça. Et pour moi, ce que je trouve avoir été une évolution récente importante, c'est aussi la prise en compte de la responsabilité des donneurs d'ordre. Hein, parce qu'on peut demander toutes les règles qu'on veut. S'il n'y a pas de cohésion dans le déroulement du métier sur les différentes opérations, ça se traduit par des biais de concurrence inacceptables et ça se traduit par des équipes qui sont mises en risque. Et d'autant plus qu'on sait très bien que dans la profession, quelque chose qui perdure, qui est quelque part quand même, je dirais, une faiblesse de la profession, pas des entreprises hyperbares, mais de la profession, c'est aussi la place importante de plongeurs intérimaires. Donc, ils sont parfois employés par des donneurs d'ordre dans des conditions d'opération qui ne sont pas, en tout cas, qui ne respectent pas tous les canons, qui ne donnent pas toutes les garanties de la meilleure prévention et de la meilleure qualité, de la meilleure performance, y compris d'ailleurs sur les interventions. Donc voilà, moi je trouve que ce sont les éléments clés. Et devrais-je dire que, parce que c'est la deuxième journée technique de l'année, donc c'est une année faste, hein, il y avait déjà une journée technique fin juin en Bretagne à Trébordin, et à nouveau c'est le signe de la mobilisation de la profession et des acteurs qui sont autour de la profession, dont l'OPP-BTP, mais pas que. Les services de l'État sont là, l'assurance maladie aussi, parce que tout le monde a effectivement à cœur d'accompagner les acteurs pour avoir la meilleure performance possible en prévention et en opération, hein, puisque l'un va avec l'autre, bien sûr. Alors justement, vous l'avez dit, l'OPP-BTP notamment accompagne la profession. De quelle manière? Alors on a dit 15 ans la première convention. En tout cas, celle dont on se souvient avec Jean. Comment l'OPP-BTP accompagne la profession aujourd'hui? Je dirais qu'on a toujours eu un ou deux experts, je dirais, qui avaient une certaine connaissance et puis je dirais, de la disponibilité pour accompagner la profession au travers historiquement du SNETI. Hein. Et c'est vrai qu'en 2018, on a décidé de passer à une vitesse supérieure parce qu'à la suite de ces accidents, on a considéré que même si effectivement tout ce qui est activité hyperbar est une activité de spécialité
qui, en termes d'effectifs, reste une petite activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. L'exposition au risque, il y a peu d'accidents, mais quand il y en a, ils sont malheureusement souvent très graves, nous a amené à considérer que nous, au PPBTP, on devait mettre des moyens particuliers pour accompagner la profession. Et donc, à ce moment-là, on a décidé d'avoir des correspondants hyperbares dans différentes régions de France. Donc, on a fait un appel à volontaires. Ce n'était pas terribilis. Il y en a qui sont là. On commençait par leur payer une formation en plongée. Donc, ils commençaient par aller se promener, aller un petit peu sous l'eau. Mais de façon à acquérir cette compétence minimale, cette expérience aussi, qui est très importante, pour pouvoir donc acquérir cette spécialisation à même de leur permettre d'accompagner des entreprises hyperbares. Et puis, avec cela, on a aussi, je dirais ce qui est un peu un classique dans l'activité de l'OPPBTP, c'est aussi le développement d'activités collectives. J'ai parlé des donneurs d'ordre. Il y a eu tout un cycle justement de réunions avec les donneurs d'ordre qui ont été initiés, à nouveau avec les partenaires que sont l'État et l'assurance maladie. Et on a donc, depuis quelque temps, il a été cité tout à l'heure, nous avons un référent hyperbar qui est Cédric Parodi, qui est un bon expert de la profession, mais il n'est pas le seul. On a Éric Lemaître qui était également ici. Donc on a vraiment voulu développer une vraie expertise du métier pour être au cœur de l'accompagnement qu'on peut faire des entreprises. Alors pour l'OPPBTP, pour ce travail que vous menez, avoir un syndicat de spécialité avec vous, à vos côtés, qu'est-ce que ça apporte ? C'est indispensable. Je vais me permettre de faire une remarque en tant que patron de l'organisme paritaire qu'est l'OPPBTP. On a besoin de corps intermédiaires, tant du côté employeur que du côté salarié d'ailleurs. Une organisation professionnelle, pour nous, c'est un relais d'action. Une organisation professionnelle, c'est une capacité de rassembler les entreprises, les personnels, je dirais, des entreprises, les chefs d'entreprise, à commencer par eux, qui portent la responsabilité de l'entreprise, du métier et de la mise en œuvre des moyens. Donc ça permet de rassembler les acteurs avec lesquels nous avons besoin de réfléchir. Arnaud a dit un mot effectivement sur diverses évolutions de standards ou réglementaires que nous souhaitons les uns les autres. Ce qui est important, c'est qu'on arrive dans la profession déjà à une notion de consensus. Il ne s'agit pas que... et l'organisation professionnelle, elle est là justement comme lieu de débat, comme lieu d'échange. C'est sa première fonction. La deuxième fonction très importante, c'est de partager l'information, de soutenir la mise en œuvre de ce qui est finalement retenu, alors par consensus ou par le plus grand nombre. Arrive un moment, il faut prendre des décisions. De temps en temps, il faut pousser un peu la décision. Mais une fois que la décision est prise, c'est la même chose avec la réglementation. Sortir un texte, c'est une chose. Le faire appliquer, l'expliquer, le faire comprendre en est une autre. Et à ce moment-là, l'organisation professionnelle, bien entendu, a un rôle clé à jouer. Et nous sommes là aussi, aux côtés de l'organisation professionnelle, mais comme aux côtés de l'État, pour effectivement aider à cette mise en œuvre. Merci Paul. Alors l'articulation entre un groupe comme CERFIM et OPPBTP, comment vous travaillez ensemble? Quels sont les liens? Et pour l'organisme, le fait d'avoir une entreprise comme ça qui est très implantée aussi régionalement, en quoi c'est intéressant et important? Alors là, je m'adresse à vous deux. Alors je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je vais me lancer. Alors, il faut dire les choses simplement et honnêtement. La relation CERFIM-OPP n'est pas très ancienne. Nous, au PPBTP, nous travaillons avec tout un nombre d'entreprises dans l'ensemble des territoires. Alors, en ce qui concerne les groupes d'une certaine taille, on a historiquement une relation qui est parfois un peu compliquée parce que pendant un certain temps, on nous a dit que les grands groupes n'avaient pas vraiment besoin de nous parce que les grands groupes ont des moyens propres qui sont effectivement parfois très importants. En même temps, nous constatons plusieurs choses. La première, je n'oublie pas, moi, que nous devons du service de l'accompagnement à toutes les entreprises adhérentes à l'OPPBTP et les groupes en font partie. Deuxièmement, il y a une capacité d'aide de l'OPPBTP, même pour les groupes les plus structurés. Alors, quand je dis ça, je ne pense pas nécessairement à CERFIM en premier lieu. Il y a des groupes beaucoup plus importants, qui ont des moyens internes très importants. Ils ont besoin d'un regard extérieur, parce que chacun, finalement, tombe, je dirais, est pris dans sa culture. Et avoir la prise de recul que permet le regard extérieur est toujours utile. Et puis, j'en viens plus à CERFIM. L'intérêt des groupes, je veux dire de taille intermédiaire, mais j'ai surtout envie de dire des groupes en forte dynamique.
Parce que c'est ça qu'on voit en premier. Hein. On a un certain nombre d'acteurs, Serfim en fait premier, qui quelque part remodèle aussi le visage du BTP, donc là plus du côté TP en France. Ils portent des dynamiques différentes, ils interrogent sur les métiers de façon différente. Et pour nous, bien voir ce qui se passe, accompagner et savoir tirer les enseignements pour les partager aussi à la profession de façon plus large est un élément qui compte. Alexandra? Alors oui, pour compléter, alors il y a quand même évidemment des liens après qui existent à la fois depuis longtemps. Après, l'idée c'est comment on peut davantage renforcer les liens entre et enfin voilà, finalement utiliser l'OPP-BTP, si je peux le dire comme ça, pour aussi grandir ensemble. On a quand même fait des choses, moi, alors très pratico-pratique, mais on a fait la formation autour de comment faire une visite de direction de sécurité. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'a très vite recommandé en arrivant à mon poste. Et c'est des choses que je recommande faire à tout dirigeant, et notamment que j'ai faites, oui, personnellement, mais aussi une partie de mon comité de direction. Évidemment, il y a des liens sur des sujets transverses avec le comité de prévention au sein de Serfim. Évidemment, il y a des liens au quotidien, j'ai envie de dire, avec nos branches et nos filiales sur des sujets extrêmement spécifiques, des questions bien sûr. Puis j'en reviens avec le lien particulier sur Satif et par rapport aux enjeux de prévention et avec ce qui avait été déjà fait depuis un moment, mais notamment initié par Hélène avant, sur toute la partie guide standard de prévention relative aux situations de plongée. Et c'est vrai que cette collaboration au PPBTP et le SNETI est quelque chose, je pense, sur lequel vous allez revenir. Mais c'est vrai que là, on rentre dans des choses très, très concrètes qui permettent justement de travailler cette vision collective. On travaille ensemble, on essaye d'aller vers un consensus, travailler aussi avec la CNAM sur ces sujets-là pour avoir vraiment des fiches métiers. En tout cas, moi, je trouve que d'avoir un organisme comme l'OPBTP qui effectivement peut challenger notre vision. Nous, on est vraiment la catégorie intermédiaire, ce qu'on appelle ETI, challenger nos feuilles de route sur notre évolution. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est extrêmement, extrêmement sain et on a besoin d'avoir un organisme qui nous rassemble autour de cet enjeu. Merci Alexandra. Alors Arnaud, deux questions. Déjà, peut-être une réaction sur ce qui s'est dit en tant que président du SNETI, justement, sur ce travail qui est mené sur la prévention. Oui, alors d'abord, je voudrais remercier la qualité des échanges de Paul et d'Alexandra. Alexandra parle beaucoup de Satif. Moi, je m'inspire au sein de ma société des valeurs du groupe Serfim, auquel je suis très fier d'appartenir aujourd'hui, parce que c'est vraiment la continuité des valeurs qui ont toujours été les nôtres. Et aujourd'hui, moi, en tant que président du SNETI, c'est une continuité de mon état d'esprit de dirigeant d'entreprise à véhiculer les mêmes valeurs au sein du SNETI que celles que je véhicule dans ma société. Donc je suis quelqu'un de pratico-pratique et quand j'ai pris la décision de prendre la succession d'Hélène il y a 1 an et demi, j'avais pour objectif justement cette vision pratique et j'avais en tête la sécurité de nos travailleurs, comment faire pour améliorer nos conditions de travail. Et c'est mon leitmotiv, c'est ma ligne de conduite. Et grâce au groupe Serfim, grâce au réseau de Serfim via la FNTP, j'ai pu mettre en place une structure aujourd'hui grâce au travail réalisé par Hélène Schulz et l'arrivée de Roxane Audobranceles, qu'on peut aussi souligner aujourd'hui, qui est notre secrétaire générale. Le SNETI existe depuis 1976 ou 78, je crois. Et c'est la première année, c'est la première fois qu'on a le soutien inconditionnel de la FNTP avec la nomination d'une secrétaire générale. Et nous avançons à une vitesse incomparable par rapport aux autres années grâce à ce soutien. Pour finir rapidement, le SNETI est le plus petit des syndicats de spécialité de la FNTP, mais pour autant, on est un syndicat qui sort du lot. Pourquoi ?
parce qu'on est un syndicat de patrons, évidemment, d'entreprises patronales. Et pour autant, tous ces patrons qui sont membres du SNETI sont aussi acteurs de la profession. Ces patrons, ils vont être sur le terrain. Donc, on va avoir un langage qui sera complètement différent des patrons des autres syndicats, dans la mesure où nous, on est encore sur le terrain, on a une vision pragmatique du terrain. Et donc, ce qu'on va proposer aujourd'hui, en termes d'évolution de la sécurité, d'évolution de la réglementation, on parlera tout à l'heure d'attractivité, de pénibilité, eh ben, on a une position qui est différente des autres syndicats, parce que certains syndicats, je prends un exemple rapide de la pénibilité, vont avoir tendance à vouloir faire baisser des seuils, alors que nous, on va vouloir les faire monter pour justement atteindre des seuils plus rapidement. Donc voilà, on a une vision beaucoup plus terre-à-terre, dans la mesure où on est très proche du terrain. Merci Arnaud. On en parlera justement cet après-midi de l'usure professionnelle. Merci beaucoup à vous deux. Merci, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci pour la richesse de vos échanges. Alors Arnaud, vous restez avec moi. On va passer à notre première table ronde. On va parler justement de prévention et de préconisation pour sécuriser les chantiers. Alors pour en parler, j'invite à me rejoindre Jean-Claude Stéphanie, voilà, de la CARSAT CNAM, Cédric Parodi de l'OPP-BTP, et nous devrions avoir à distance Caroline Genon, qui est chargée d'études prévention du risque hyperbare à la Direction générale du travail. Bonjour. Vous nous entendez? Bonjour. Oui. Oui, très bien. Moi, je vous entends très bien. Je ne sais pas si c'est réciproque. On vous entend. Peut-être. Est-ce qu'on vous entend bien? Vous l'entendez? Vous entendez bien? On va voir si ça fonctionne. On va parler d'accidentologie, tout d'abord. Alors, Arnaud, juste un petit mot pour dire pourquoi on a choisi, à ce moment-là, vous avez choisi de parler, de faire un focus sur l'accidentologie. Je crois que c'est très important aujourd'hui d'identifier nos risques majeurs. Et ce qui est important aussi, c'est d'agir en conséquence aujourd'hui et tirer les leçons du passé et avancer pour que tous les accidents, tous les presque accidents et toutes les situations dangereuses auxquelles nous avons été confrontés puissent enfin avoir un aspect positif dans le futur. À ce titre, donc Jean-Claude Stéphanie est donc le référent hyperbare de la CNAM et il va nous exposer donc sa vision de l'accidentologie. Et aujourd'hui, nous avons donc on re-signe à nouveau, on repart pour une convention avec l'OPP-BTP bien sûr, à laquelle aujourd'hui on associe directement Jean-Claude Stéphanie avec la CARSAT et la CNAM. C'est un travail vraiment à l'unisson que nous allons réaliser dans les mois et dans les années à venir par la mise en place comme l'a évoqué tout à l'heure Alexandra et Paul, par la mise en place d'un guide de standards de prévention liés à des situations de plongée ou à des ouvrages. On aura l'occasion d'y revenir plus précisément. On parlera après. Donc voilà en quoi l'accidentologie aujourd'hui est le cœur de toutes les réflexions et de toutes les avancées futures. D'accord, donc justement, il est important d'identifier les risques majeurs par l'analyse des accidents graves et mortels et pour agir en conséquence. Alors, Jean-Claude Stéphanie, donc on l'a dit, vous êtes ingénieur conseil responsable du secteur Corse et référent hyperbare pour la CARSAT CNAM. Donc vous nous avez préparé une petite présentation justement de l'accidentologie sur le secteur, il me semble, PACA Corse, c'est ça, oui, c'est ça. Donc je vous laisse la main et je vous donne ça. Zapette magique. Merci pour votre présentation. Merci. Donc, effectivement, donc l'assurance maladie est un des facteurs, un des acteurs de la prévention de l'hyperbarie par rapport à ce risque prioritaire. Donc, rapidement, au niveau de la CARSAT, bon, je ne vais pas perdre trop de temps, mais qu'est-ce que la CARSAT? Donc, la CARSAT, c'est un établissement de l'assurance maladie qui est compétent au niveau des entreprises du régime général. Donc, les régimes généraux, c'est des entreprises qui cotisent donc au niveau de la branche AT-MP, donc accident de travail et maladie professionnelle. Donc, en deux mots, les trois missions de la CARSAT, donc c'est tout d'abord indemniser et accompagner les entreprises et les victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, donc c'est ce qu'on appelle la réparation. Donc, fixer également le taux de cotisation au niveau de ces entreprises par rapport
suite à ces accidents. Et enfin, donc c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, donc prévenir les risques avec donc cette partie prévention des risques professionnels. Ce thème sur l'hyperbarie, donc c'est un thème donc prioritaire au niveau de notre assurance, de notre branche AT&MP. Donc ça, alors j'ai passé peut-être un peu vite, c'est ça? Pardon, voilà. Ça concerne une niche d'entreprises. Donc on voit, on est à peu près à 200 entreprises au niveau national. Ce déploiement de la politique de prévention, on l'a fait à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau des entreprises. Donc au niveau des entreprises, alors référencé chez nous avec un numéro de risque 452 CD, qui correspond à tout ce qui est ouvrage d'art, travaux d'infrastructure. C'est un numéro de risque qui regroupe plusieurs activités. D'où la difficulté, on l'avait évoqué lors de la dernière réunion, de faire des statistiques fines sur ce métier de scaphandrier. Donc ce numéro de risque au niveau de l'assurance maladie regroupe des activités comme le forage par exemple, qui n'ont rien à voir spécialement avec les travaux hyperbares, mais bon, c'est notre référencement et notre nomenclature. Donc ça représente à peu près 200 entreprises avec une particularité, donc plus de 25% en région PACA-Corse des entreprises au niveau national. Alors cet accompagnement sur le terrain se fait directement avec un suivi, donc un accompagnement technique, que ce soit, on parlait tout à l'heure de la réglementation qui évolue, que ce soit sur l'aide à la demande de dérogation dans les entreprises, mais également un accompagnement financier avec nos outils, contrats de prévention, subventions. On pourra le détailler plus tard si vous voulez. Cette mobilisation s'est faite récemment donc avec des interventions aussi, comme on est en train de faire aujourd'hui, des interventions lors des premières assises. On est aujourd'hui aux deuxièmes assises. On avait eu les premières à Marseille en 2019. Bon là, j'ai mis sur la diapo aussi la participation à un congrès de médecine hyperbare. Récemment en Corse, puisqu'on a mis en place les premières assises, donc avec l'OPP-BTP également, les premières assises hyperbare pour la dizaine d'entreprises corses, donc certifiées. Et on faisait allusion tout à l'heure aussi, récemment, les assises internationales à Trévertin qu'on a eu au mois de juin. Alors, au niveau de ce déploiement de la stratégie prévention hyperbare, également au niveau des partenaires et plus particulièrement au niveau des services santé au travail, avec une formation des médecins du travail niveau 1 pour que ces médecins puissent, au niveau des services santé au travail, donner déjà une première expertise au niveau des salariés, sans faire appel systématiquement avec des médecins hyperbares. Alors, on l'a évoqué, M. Paul Dufil l'a évoqué également, un des maillons importants dans cette stratégie de déploiement de la politique de prévention hyperbare, c'est les maîtres et la maîtrise d'ouvrage. Et donc le point malheureusement, on parlait de 2018, ça a été une année noire. Le point de départ de ce suivi au niveau des donneurs d'ordre, ça a été l'accident mortel de Palembadge en Corse, qui a été le démarrage d'une stratégie qu'on est en train de poursuivre actuellement, donc en coordination avec les services de la gendarmerie, l'ADRETS, l'OPP-BTP. On est arrivé sur des... Alors, c'est notre outil un peu d'injonction, injonction-majoration, mais on est arrivé aussi jusqu'à un article 40 au niveau de l'inspection du travail. Donc, ça a vraiment été le point de départ de ce travail avec la maîtrise d'ouvrage, avec les donneurs d'ordre. Bon, on a fait plus de 156 courriers par rapport à des mairies côtières, donc que ce soit en PACA et en Corse, pour vraiment rappeler que ce soit les recommandations, que ce soit la réglementation, les bonnes pratiques, au niveau de ce maillon de la chaîne qui est indispensable dans la politique de prévention. Voilà, donc vous parliez d'une analyse des statistiques. Alors, ce n'est pas exhaustif du tout, on est parti sur les 15 dernières années. Alors, on n'a pas voulu détailler, et ça c'est volontaire, systématiquement d'accidents. On a essayé de faire une synthèse globale sur les types d'accidents qu'on a retrouvés en PACA Corse. Et donner un peu une typologie de ces accidents. Bon, on pourrait dire que déjà, ces accidents se sont produits dans des très petites entreprises. Bon, vous connaissez très bien le milieu, donc la très petite entreprise d'1 à 2 personnes, souvent des entreprises familiales. Donc ça, c'est vraiment le tissu industriel de votre profession. Ou alors, parallèlement, dans des entreprises de travaux temporaires, donc avec des effectifs un peu plus importants.
de 50 intérimaires qui travaillent, on l'a dit tout à l'heure, qui travaillent pour le compte d'entreprises de plus grande taille. Donc ça a été un peu le lieu de ces accidents. Alors, l'expérience des victimes, là aussi, on a une dichotomie entre, selon le salarié à qui appartient le salarié, soit donc le salarié de l'entreprise, avec une expérience de 3 à 15 ans pour ces salariés. Mais on l'a vu également, et surtout pour les deux derniers accidents mortels, des salariés intérimaires avec moins de 2 ans d'expérience. Et pour les deux cas, des reconversions. Donc on a des profils très, très similaires. On ne fera pas le détail des 2 accidents, mais c'est des profils très, très similaires. Et on pourrait dire que c'est du copier-coller vraiment de ce qui s'est passé dans les deux cas. Alors, les conséquences, ça a été des noyades dans ces 2 cas. Mais par contre, il y a eu des malaises, des déflagrations. Bon, on a les différents types d'accidents qu'on a pu répertorier. Alors, les natures des activités, là, je parle à des experts, donc vous connaissez bien ces pratiques, des poses d'anode, des travaux de démantèlement de coques, de quais ou autres, des poses de balisage, donc ça avait fait l'objet de l'accident mortel de Porto-Vec. Bon, les excavations avec des travails à l'aide d'outils, d'aspiratrices, poses de mouillage et autres, bon, c'est vraiment pas exhaustif. Par contre, ce qu'on peut lister, c'est les facteurs de risque qui reviennent, donc dans ces accidents. Donc, on a essayé de les classer donc par grande famille. Donc, tout d'abord, l'organisation du travail. Donc, vraiment, l'organisation en amont donc du travail. Donc, ça, il y a eu... Alors, quand je dis facteur de risque, je voudrais dire manquement. Donc, vous pouvez rajouter le mot manquement à tout ce qui est listé dans ces facteurs. Donc, mode opératoire spécifique. Donc, on retrouve beaucoup de modes opératoires génériques qui sont un peu faits de façon générique. Donc là, il y a eu vraiment des manquements dans ces accidents-là par rapport à des modes opératoires spécifiquement à l'activité. Formation, on en a parlé, formation des salariés. L'environnement hostile de votre activité. Donc ça a été aussi un des facteurs de risque. Et le respect des exigences réglementaires. Quand je dis respect des exigences réglementaires, c'est vraiment réglementaire de base. Donc on est vraiment sur du respect, du manque de respect de ces exigences de base. Donc on a évoqué les entreprises de travail temporaire. Donc là aussi, où il y a eu un grand manquement, ça a été les relations entre les entreprises donneurs d'ordre, les entreprises de travaux temporaires et les entreprises finalement qui opéraient par rapport aux travaux concernés. Je le note à la fin, ça fera l'objet peut-être de la suite, mais nous avons aussi mis en évidence un des facteurs de risque, et dans les 2 derniers accidents mortels, on l'a vu, sur les procédures de secours en cas d'accident. Voilà, donc ces principales mesures demandées, nous, à notre niveau, à l'issue de ces enquêtes d'accidents, ont été des demandes de dérogation, puisque en travail autonome, on ne va pas reparler de la réglementation, mais depuis la nouvelle réglementation, la demande de dérogation est obligatoire quand on travaille en scaphandre autonome, et dans pas mal de cas, ça n'était pas le cas. Donc vraiment préparer le chantier en amont, avec les entreprises donneurs d'ordre. Les élaborations de documents obligatoires, on parle de PPSPS, de plan de prévention, de révision de mode opératoire vraiment spécifique. Donc ça, on a listé les principales mesures que nous avons demandées dans le cadre de ces enquêtes. Et donc on l'a évoqué aussi, la fiche de suivi des intérims, des salariés intérimaires, qui était aussi, et qui reprend aussi le listing des risques et qui reprend le travail dans le détail. Et c'est souvent un manquement à ces obligations réglementaires. Voilà, donc les documents, vous les connaissez. Révision des procédures de secours, qui a fait l'objet aussi de pas mal de pistes d'amélioration. Mais là, on en reparlera par rapport à les évolutions de la réglementation. Merci. Merci beaucoup. Merci on parlera en effet d'évolution de la réglementation après. Alors, on l'a dit, Arnaud l'a dit tout à l'heure, le SNITI travaille avec l'OPP BTP et la CNAM dans le cadre d'un partenariat, notamment pour rédiger des standards de prévention. Cédric Parodi, donc vous êtes conseiller en prévention expert à l'OPP BTP et vous participez à ce travail de rédaction qui a donné naissance à une première fiche de préconisation, la fiche Delta P. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors oui, je vais essayer de vous en dire 2 mots. Donc si je pose la question à l'ensemble des personnes ici présentes,
Quel est le facteur qui risque effectivement de causer le plus d'accidents ou de décès? On a naturellement, et je pense que ça reviendra, ce sont les delta P, les différentiels de pression. Comme le montre justement le questionnaire auquel vous avez répondu, mais en règle générale, en France, on a eu déjà beaucoup d'accidents mortels liés au delta P. Si on va au-delà de la France et si on regarde à l'échelle européenne, voire internationale, 2016, on était déjà à 577 morts liés au delta P. À l'heure actuelle, en 2023, on a franchi la barre des 700 décès liés au delta P. Donc le delta P, vous connaissez tous, ses spécificités, notamment le fait que ce soit insidieux, on ne l'entend pas, et quand on l'entend, bien souvent, il est déjà trop tard. C'est pour ça que l'OPP-BTP, en partenariat naturellement avec le SNECTI, la CARSAT, l'ADRETS, également des entreprises, Jacques Bordignon, qui est quelque part dans la salle probablement, merci, et également donc notre médecin expert qui est le docteur Aublin. Nous avons décidé donc de prendre à bras-le-corps le sujet et d'en sortir une fiche. Cette fiche de standard en prévention du risque delta P est la première fiche qui donnera naissance très bientôt à un guide de prévention, justement de standard en prévention des travaux hyperbares. Cette fiche, elle a pas pour vocation, entre guillemets, de rester inactive. Il faut qu'elle soit partagée, il faut que vous puissiez l'apprendre, vous l'approprier. Et là, sur cette fiche, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris tout simplement de la documentation générale, mais on l'a adaptée à notre tissu économique national. Donc au niveau d'un delta P, des différentiels de pression, vous savez tous ce que c'est aussi bien que moi, voire mieux que moi. D'accord? Vous savez tous que c'est donc un risque qui est invisible. Et encore une fois qu'on est pris dans un delta P, on ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce qui peut arriver une fois qu'on est pris dedans? Non seulement la panique, le manque d'air, quelquefois aussi, le fait aussi qu'on puisse subir une rhabdomyolyse thoracique. Alors c'est difficile à dire, il faut être médecin, je vous prie de m'en excuser, c'est pour ça que je m'appuie sur Blandine, je ne me suis pas trompé? Non, ça va? Donc tout va bien. Et naturellement, ensuite, localiser les différents types de delta P, où est-ce qu'on peut les retrouver, et surtout, ensuite, arriver à des mesures de prévention. Qu'est-ce qu'on va faire avant les travaux? Quelles sont les consignes qui vont être données? Et également, donc, qu'est-ce que l'on va faire pendant les travaux, la phase travaux justement, pour localiser ces fameux delta P? Vous savez que la technologie, elle évolue. On peut maintenant essayer d'avoir des aides pour localiser les delta P. Alors je parle des systèmes classiques, mais maintenant on a aussi des ROV couplés à des radars Doppler. Et pour en revenir un peu à l'actualité, il y a 2 mois de cela, il y a un donneur d'ordre qui a voulu faire une intervention dans un pipe. Ils ont demandé à une entreprise de travaux sous-marins d'envoyer un scaphandrier pour voir un peu comment ça se passait. L'entreprise a percuté, elle a dit non, je vais d'abord envoyer un ROV qui coûtait 17 000 € à la base. Et pendant que le ROV était en train d'inspecter donc cette canalisation, il a été emporté. Donc le COH à la base, le conducteur, le pilote de ROV a perdu le contrôle et le ROV a été pulvérisé. Donc encore une fois, ce qui est important à nos niveaux, c'est de voir un peu comment fonctionnent les chantiers, comment on appréhende les différents types de risques pour en tirer justement des standards qui feront évoluer la profession. Donc encore une fois, l'OPP-BTP n'est pas seul à porter ce sujet-là. On a le SNECTI, on a la CARSAT, la CNAM, la DRETS, et on s'appuie aussi sur naturellement les entreprises qui peuvent nous faire des remontées d'informations pour nourrir justement ce futur guide de standards en prévention du risque hyperbare qui sortira bientôt. Je suis prudent. Oh, voilà, on est prudent. Justement, on a vu le nuage de mots. Donc, lors de votre inscription, on vous a demandé de vous prononcer sur des thématiques qui pourraient nourrir ces futures fiches. Alors, on voit bien que delta P revient. Donc, voilà. En numéro 1. On est bien. Vous êtes bien sur
dans la thématique et d'autres sujets. Et du coup, demain, je crois pas me tromper en me disant que l'OPP-BTP anime un atelier justement autour de la rédaction de ces futures fiches. Donc vous pouvez participer si vous le souhaitez, il suffit juste de vous inscrire auprès de l'hôtesse quand on fera la pause méridienne. Voilà. Et pour télécharger la fiche, il y a des petits QR codes, je crois, qui sont disposés sur des affichettes dans l'espace d'à côté aussi. Donc vous êtes incités à aller flasher ces QR codes pour télécharger cette fiche. N'hésitez pas, et encore une fois, inscrivez-vous et on se servira justement de toutes vos remontées pour nourrir le futur guide qui promet d'être très intéressant et surtout servir la profession. Merci. Pour demain, donc, nous nous sommes inspirés des thèmes qui ont été remontés le plus souvent. Et donc on a fait ce nuage de mots qui a mis en évidence toutes les thématiques les plus importantes que vous souhaitez voir évoluer. Donc demain, on va travailler sur la plongée en milieu pollué, l'effectif des équipes et principalement les plongées profondes. Voilà, donc ça va être un bel atelier de travail. Voilà, donc on va faire la transition. Donc fort de tout cela, maintenant on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Arnaud, face à tous ces constats sur Alors, les la première accidents. étape que Cédric vient de vous exposer, c'est la rédaction de ce guide des standards de prévention dans des situations de plongée et sur des ouvrages en particulier. Le but de ces fiches va être d'alerter les maîtres d'ouvrage sur les risques, ce qu'ils doivent faire, ce qu'on doit mettre en place, ce que les entreprises doivent faire aussi, principalement avant, après les situations de travail. Et pendant la plongée, le pré-job briefing jusqu'au retour d'expérience après une situation. Là, on parle de delta P, mais ça s'appliquera à d'autres situations de travail. Le but est bien sûr, vous l'avez tous compris, d'aller dans le sens du renforcement des équipes dans des situations de travail et sur certains ouvrages. Alors, je vais rassurer certains de mes confrères et d'entreprises présentes qui doivent évidemment se poser la question: est-ce que le SNETI, l'OPP-BTP et bien sûr la CNAM veut une évolution de la réglementation en passant de façon systémique à 4 scaphandriers? Non. C'est pas le mot, c'est pas notre ligne directrice. Notre ligne directrice, c'est vraiment d'identifier des situations de travail et des ouvrages qui vont regrouper des risques. Je prends l'exemple des barrages, des écluses et des prises d'eau, où le risque delta P sera tout le temps identifié. Donc, ces ouvrages feront l'objet d'une fiche en particulier, et en tout cas, on se référera à ces ouvrages pour en discuter auprès de la DGT en écrivant et là, je m'adresse à Madame Genon. On va justement, fort de tout ça, rédiger une note d'opportunité préliminaire. On y reviendra tout à l'heure par rapport à tous ces ensembles. Donc voilà. Merci Arnaud. On va en parler. Alors, avant de parler justement de note d'opportunité, changement de réglementation, on l'a dit, et on le verra encore cet après-midi avec la présentation des 3 accidents dont vous avez parlé. Le métier de scaphandrier est donc un métier à risque. Et face à ce constat, les entreprises se spécialisent de plus en plus dans la maîtrise de ce risque. Alors, pour progresser, il est utile de se confronter à la réalité. C'est pourquoi vous avez préparé un petit film qu'on va regarder ensemble. Et avant qu'on le regarde, je vais inviter à nous rejoindre d'autres personnes qui vont faire partie de la table ronde suivante. Donc, Monsieur Rémi Barbe de la DRETS, Éric Saint-Sulpice de l'Union syndicale CGT des salariés des entreprises de travaux sous-marins. Je viens un peu vite, vous pouvez venir. Et Hélène Schulz, vice-présidente du SNETI. Et il nous manquait une petite chaise. Allez-y, installez-vous. On va ajouter... Est-ce qu'on peut... Voilà, un petit fauteuil en plus. Je vous tourne le dos, je suis désolée. J'essaye de me mettre... Voilà. Tout le monde est installé. Bah voilà, je vous propose qu'on regarde le film ensemble.
Les exercices de situation d'urgence simulés dans ce film ont été réalisés dans un cadre professionnel dans une piscine d'entraînement d'une société certifiée Hyperbar. Cyril, tu viens, on fait le brief? Donc l'objectif de nos situations d'urgence aujourd'hui est de faire un premier scénario en faisant du découpage avec une équipe de 3, donc un seul scaphandrier secours qui ne sera pas équipé comme on a l'us et coutume de travailler. Et pendant la plongée, lors du découpage, il y aura ce qu'on appelle un blast. Donc l'objectif de cet exercice est de simuler sous l'eau lors de l'explosion un arrêt cardiaque du scaphandrier et à partir de là déclencher la procédure secours en partant du principe que le scaphandrier ne peut pas être remonté tout de suite à la surface et qu'il faut envoyer le plongeur secours pour aller le chercher. Le but final est de démontrer en termes de temps qu'est-ce qu'on gagne à mettre un deuxième scaphandrier équipé en plus des 3 réglementaires. Ça marche. Donc tout le monde a ses rôles dans la tête, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Les électrodes ultrathermiques utilisées dans ce procédé, composées de baguettes d'acier et de magnésium, créent, dès lors qu'elles sont alimentées par un jet d'oxygène sous pression, un arc électrique d'une température de 4000 degrés Celsius, qui permet une fusion instantanée du métal. Une fois les électrodes positionnées contre la pièce à découper, le scaphandrier opérateur donne le signal au COH d'envoyer l'énergie. La découpe qui s'ensuit produit des gaz composés d'hydrogène et de monoxyde de carbone. En effet, la vaporisation générée de l'eau provoque la fragmentation des molécules d'eau en atomes d'oxygène et d'hydrogène. L'accident reconstitué dans ce film est survenu parce qu'il arrive qu'une poche d'hydrogène reste coincée et explose sous l'eau, occasionnant une surpression pulmonaire sur le scaphandrier et un arrêt du cœur. Fermez au casque. Fermez au casque. C'est moi. Le scaphandrier inconscient ne répond plus aux communications. Instruction est alors donnée par le COH au scaphandrier secours de récupérer l'opérateur via son narguilé. Pour une raison inconnue, l'opérateur est bloqué sous l'eau, ce qui impose l'immersion en urgence du scaphandrier secours pour aller le récupérer. Dans la première simulation, le COH doit équiper le scaphandrier secours et donc abandonner son poste aux communications avec l'opérateur. Dans l'exercice 2, les premiers secours peuvent être apportés immédiatement, alors que dans l'exercice 1, le scaphandrier secours doit d'abord être récupéré. Dans ce scénario, le COH doit récupérer puis déséquiper le scaphandrier secours avant de procéder aux constatations et aux gestes de premier secours qui consisteront à découper le vêtement de plongée de l'opérateur, à dégager et sécher le thorax avant pose du défibrillateur et début d'une réanimation cardio-respiratoire. Le premier choc délivré par le défibrillateur a lieu au bout de 18 minutes et 25 secondes après la rupture de communication avec le COH.
Choc délivré. Dans le deuxième scénario, le rôle de l'aide-opérateur est crucial et indispensable. Le temps gagné à chacune des manœuvres permet de délivrer le premier choc par le défibrillateur au bout de 6 minutes après la rupture de communication avec le COH. Ce film souhaite mettre en avant l'importance vitale du 4e scaphandrier dans une équipe de travaux sous-marins, en démontrant que le temps gagné peut sauver une vie. À ce jour, dans le cadre de travaux sous-marins, la réglementation française impose un minimum de 3 scaphandriers de mention A. Le renforcement d'une équipe avec un 4e scaphandrier reste un choix de l'employeur. Voilà, donc on va rebondir après ça. Donc Arnaud, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce qu'on voit dans ce film et des 2 enjeux notamment, hein, prévention et distorsion de la concurrence? L'enjeu est double, vous avez raison Isabelle. Le premier enjeu était justement de mettre le focus sur la difficulté de récupérer un opérateur et lui porter secours quand nous nous situons dans un contexte où le scaphandrier ne peut pas être récupéré directement. Voilà, c'est une situation de travail que nous identifierons de manière spécifique dans notre guide et qui fera l'objet de recommandations de renforcement d'équipe. Encore une fois, je précise que le renforcement à 4 ne sera pas systémique et des situations de travail bien déterminées seront établies. La deuxième, c'est justement profiter de ce film, avoir enfin un visuel qui nous permet de constater et de mesurer l'impact temps dans une situation bien définie de l'assistance d'un 4e scaphandrier qui est déjà... Alors là, on voit sur la vidéo qu'il est prééquipé. Bref, on n'est pas là pour décortiquer la vidéo en tant que telle. On est là pour retenir que la présence d'un 4e scaphandrier avec une procédure établie en avance pour que l'intervention du secours soit beaucoup plus rapide peut sauver une vie. Voilà, la conclusion, elle est là. Merci Arnaud. Alors, Caroline Genon, si vous êtes, j'espère vous êtes toujours avec nous, donc on va vous remettre à l'écran. Oui, voilà. tout à fait. Donc je rappelle, hein, vous êtes chargée d'études prévention du risque hyperbare à la Direction générale du travail. J'ai envie de vous demander, vous, quelle est votre réaction au visionnage de cette vidéo ? Alors, écoutez, bonjour à tous. Merci à Arnaud Laval, le président du SNETI, de m'avoir convié à cet événement qui est vraiment formidable et très intéressant. Écoutez, déjà, je vais tout vous rassurer. Hein, je n'attendais pas le visionnage de ce film pour comprendre les risques inhérents à votre métier. Fort heureusement d'ailleurs, hein, parce que ça aurait été quand même assez problématique. Toujours est-il que j'ai cru comprendre effectivement par l'ensemble de la profession, avec moult échanges avec les différents acteurs liés de près ou de loin à la prévention, qu'il y aurait un souhait réel de faire évoluer la réglementation en vigueur, de par un retour d'expérience qui est quand même plus important au jour d'aujourd'hui. Alors, ce que je peux dire, c'est que bien évidemment, la Direction générale du travail est ouverte à la discussion de cette éventuelle évolution de la réglementation. Pour ce faire, ce que j'ai pu, à la suite de divers échanges avec Arnaud, je demande donc effectivement qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui viennent asseoir la position de l'ensemble de la profession, donc issue d'un consensus, pour pouvoir faire évoluer et proposer une évolution de la réglementation au ministère du Travail. Arnaud, voilà. Et après, s'ouvrir vers d'autres groupes de pouvoir après constituer des groupes de travail technique comme il se doit, avec le formalisme qu'on connaît pour travailler sur un projet de texte réglementaire jusqu'à sa publication. Donc Arnaud, réponse à Caroline Genon sur ce que la DGT attend des acteurs de la profession pour avancer. Nos réunions de travail nombreuses depuis ma prise de fonction avec Madame Genon ont permis de bien comprendre les attentes de la DGT.
et du cursus qu'on doit mener au sein du syndicat avec l'OPPBTP et la CNAM. On a la finalité, on sait où on veut aller, mais il y a tout un cursus qu'il va falloir respecter. Et aujourd'hui, nous, le SNETI, l'OPP, la CNAM, avons besoin de l'ensemble des partenaires de la profession pour avoir un maximum de données chiffrées. On ne pourra pas faire évoluer la profession sans votre participation. On va lancer des questionnaires, on va mener une enquête à large spectre sur toutes les thématiques que nous allons travailler dans notre guide. Et il nous faudra un retour massif de la profession pour avoir des données chiffrées et représentatives de la profession. Sans ces données, on ne pourra pas avoir la matière pour prouver à la Direction générale du travail qu'il faut faire évoluer notre réglementation. Voilà. On ne peut pas nous accuser de dire oui, le SNETI, vous ne faites rien, vous ne voulez pas améliorer les conditions de travail. C'est faux. On n'est pas tout seul. On représente aujourd'hui, on va dire, nous sommes 25 adhérents au syndicat. On représente un nombre massif de scaphandriers en France. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir les plus grandes entreprises de France au syndicat. Mais j'en appelle à tous ceux qui ne sont pas encore membres du syndicat à nous rejoindre, parce qu'on manque d'adhérents, on manque quelque part de représentativité et de diversité dans le panel territorial. Et donc voilà. Le plus important à retenir, c'est ça. C'est qu'on va mener une enquête collaborative et qu'il nous faudra absolument des retours chiffrés dans une enquête globale. Et lorsque nous aurons ces données, nous allons rédiger une note d'opportunité, j'y reviens, qui sera préliminaire dans un premier temps, qui sera co-rédigée, je vais y arriver, avec Cédric et avec Jean-Claude, en reprenant une synthèse de toutes les thématiques abordées dans le guide des standards de prévention. Voilà. D'accord. Donc Caroline Genon, vous l'avez abordé un petit peu, hein, du coup, du côté de la DGT, concrètement, suite à cette note d'opportunité, qu'est-ce que vous mettrez en place? Que se passera-t-il du côté de la Direction générale du travail? Après l'aval donc de la Direction générale du travail, nous mettrons en place, comme nous l'avons fait pour tous les autres projets de textes réglementaires, ce qu'on appelle des groupes de travail techniques en ayant une majorité d'acteurs de terrain, d'experts de toutes les activités pour pouvoir échanger ensemble sur les propositions d'évolution réglementaire, sur la rédaction et ce qui est réellement attendu. Et là, je viens en soutien à Arnaud pour bien préciser à l'ensemble de la profession que cette équipe de 4 scaphandriers qui est souhaitée n'est pas souhaitée pour être rendue systématique à chaque type de travaux ou d'interventions que les entreprises sont susceptibles de faire, mais selon des situations spécifiques qui seront identifiées au préalable. Caroline, je me permets de vous couper. Oui. On parle de 4, mais il y a des situations de travail qu'on identifiera qui nécessiteront 5, voire 6, voire 7. On n'est pas restreint à 4, tout dépendra des situations de travail. C'était important de préciser. En fonction des situations de travail. Alors, bon, c'est une demande qui est portée par beaucoup de personnes dans le secteur. Éric Saint-Sulpice, donc, je rappelle, donc vous êtes l'Union syndicale CGT des salariés des entreprises de travaux sous-marins et membre EDTC, aussi, collège salarié. Alors vous militez depuis plusieurs années justement pour l'augmentation des effectifs dans la composition des équipes. Donc j'imagine que vous êtes pour ce changement de réglementation, on le rappelle, en fonction des situations de travail. Alors, je vais casser un peu l'ambiance, mais c'est un peu nécessaire pour revenir sur l'aspect humain. Les travaux sous-marins, ce sont des scaphandriers qui s'engagent tous les jours avec, on l'a dit, des conditions des fois difficiles et des risques. Alors, je vous propose solennellement une minute de silence pour toutes ces personnes qui, depuis ces dernières années, nous ont quittés. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour ces personnes.
Merci pour eux. Alors, quelques prénoms. Mathieu, Bastien, Christophe. Je ne vais pas tous les énumérer. Je pense que c'est important de penser à eux, et d'autant plus que voilà, j'ai entendu des mots importants, consensus. Alors, en leur mémoire, je pense que c'est super important, en leur mémoire justement d'arriver à ce consensus, ces consensus. Le processus, ce recyclage, enfin, non pas le recyclage, mais le cycle de travaux réglementaires est en train de s'achever, et de la meilleure des manières. Donc avec toutes les fées qui se sont penchées sur ce berceau, des travaux sous-marins, avec une maturité qui ne fait plus débat. Donc pour honorer cette mémoire, ces personnes qui ne sont plus là pour en parler, j'implore donc la profession d'avoir comme objectif les consensus, d'arriver justement à ces textes, ces standards qui seront rehaussés définitivement selon des situations entendues et identifiées. Voilà, merci pour eux. Merci. Alors, même question, Monsieur Stéphanie, du coup, du côté de la CARSAT, CNAM, j'imagine qu'on est pour ce changement de réglementation. Alors, c'est vrai qu'on lisait tout à l'heure les facteurs de risque par rapport à l'analyse sur les 15 dernières années. Donc l'intervention, la procédure d'intervention, on l'a vu sur les 2 derniers accidents en région PACA-Corse. On a constaté une réelle difficulté avec des équipes de 3. Bon, je reviens à ce que dit Arnaud, hein, vraiment en fonction de l'évaluation des risques. Il faut vraiment se caler sur l'évaluation des risques parce que 2 situations ne seront jamais identiques. Donc on est sur l'évaluation des risques, on est en fonction du milieu, on est en fonction de la nature des travaux. Mais on a vu concrètement, factuellement, hein, par rapport aux 2 derniers accidents, donc mortels et graves pour le deuxième, que la procédure d'intervention et la difficulté qu'un chef d'opérateur, qu'une personne seule avec, et là on n'a peut-être pas insisté, mais la réglementation impose que le plongeur secours soit équipé de la même façon que l'intervenant. Et là on a vu dans les 2 cas où le plongeur secours a dû plonger pas équipé de la même façon, parce que sinon, dans le deuxième cas, le gars serait toujours, il serait décédé. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la réglementation, peut-être pour affiner toujours par rapport à l'évaluation des risques. On ne va pas générer un autre accident, et ça on a eu dans d'autres secteurs d'activité, sur les produits chimiques, où la personne qui va porter secours, lui à son tour décède, la deuxième personne qui va porter secours, la personne qui porte secours décède à son tour, avec 3 victimes au final. Donc il ne faut pas tomber dans ce schéma-là, parce qu'en fonction de l'évaluation des risques, si on fait une plongée à 50, on ne va pas envoyer quelqu'un seul dans le courant de la turbidité, mais déjà donner de la souplesse, je pense, par rapport à l'intervention, au secours qui va intervenir, et de jouer sur le côté équipé de la même façon. On a vu dans les 2 derniers cas que le gars il a plongé en scaphandre autonome. Bon, dans un cas, c'était trop tard, dans l'autre cas, il a ressorti son collègue. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, on a vu qu'une personne seule en surface, c'est compliqué, surtout si on doit gérer 2 collègues au narguilé, c'est quand même impossible. Voilà. Donc oui, on est pour que quelque chose évolue toujours avec le chapeau de l'évaluation des risques, du non systématique, mais c'est vrai qu'en tout cas, en matière d'analyse, les 2 derniers accidents, c'est clair qu'on peut aller dans ce sens. Isabelle, je voudrais juste faire un complément. D'ailleurs, vous y avez fait allusion tout à l'heure, et c'est très important que je le ressouligne à nouveau. Cette évolution, elle va permettre que toutes les entreprises, dans certaines situations, soient toutes sur un même pied d'égalité. Aujourd'hui, on a... Voilà, exactement. Je voulais rebondir là-dessus. La distorsion de la concurrence. Aujourd'hui, nombre d'entreprises sérieuses et qualifiées, certifiées, interviennent à 4, voire 5 sur des situations de travail. On sera toujours aujourd'hui en face de sociétés qui vont répondre à 3. Voilà, ou à 4, quand nous on répondra à 5, quand les entreprises qui auront bien identifié les risques répondront au nombre suffisant de scaphandriers. Et cette évolution qui se profile devant nous et sur laquelle on va travailler tous ensemble, j'espère bien que cette distorsion de la concurrence, elle sera annihilée et qu'elle n'existera plus et qu'on tablera tous sur un même point de départ. Voilà, c'est important à souligner, je pense. Merci Arnaud. Oui.
Côté OPP, réaction du coup sur ce changement de réglementation? Juste une réaction pour dire que donc il y a une étude qui a été réalisée, vous la trouverez sur le site aussi Legacy Offshore, et cette étude qui a été faite par nos amis anglais, amis dans les travaux sous-marins et amis dans le rugby, mais toujours est-il que cette étude démontre l'efficacité, plutôt l'employabilité d'une équipe de 3, d'une équipe de 4, d'une équipe de 5. Donc bien souvent, on cherche des arguments, les arguments existent, il faut juste savoir où les trouver, et vous les trouverez. Et c'est vrai que l'évaluation des risques, c'est la pierre angulaire qui fera que l'on adaptera justement le nombre d'équipes. Merci Cédric. Alors, Hélène, je vous ai fait venir sur scène, du coup peut-être un petit mot quand même sur ce changement de réglementation aussi. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, hein, c'est un serpent de mer dans la profession. Pour participer aux réunions à l'international, effectivement, on est quand même, nous, dans le bas du tableau. En France, avec une réglementation qui impose 3, on n'est pas les seuls en Europe, mais on est vraiment un petit peu dans les derniers, quoi, hein. Je ne vais pas dire qu'on est mauvais élèves, mais nombre de pays sont déjà passés à 4, voire à 5 obligatoires en travaux inshore, parce qu'il y a des distinctions entre les travaux à l'intérieur des terres, les travaux publics, on va dire, et les travaux offshore. L'autre chose que je voulais dire, c'est que ce film met bien en exergue quelque chose qui est important, c'est qu'on voit qu'il y avait des moyens de sortie d'urgence qui étaient fiables. On voit que chaque opérateur savait ce qu'il avait à faire. On voit que ces personnes étaient entraînées. On voit qu'ils savaient secourir. Or, je pense qu'il y a encore aussi beaucoup à faire sur ces sujets-là, parce qu'il y a encore, je pense, trop d'opérations sur lesquelles les moyens de sortie d'urgence sont absents ou défaillants, ou des secouristes qui ne sont pas recyclés, qui ont juste eu leur formation initiale, PSE1, et qui n'ont pas qui sont pas sauveteurs secouristes du travail, qui n'arriveront jamais à pouvoir réanimer quelqu'un avec un défibrillateur. Donc, voilà, donc ce film montre aussi tout ça. C'est non seulement l'importance d'augmenter dans un grand nombre de situations de travail, je pense, le nombre de personnes dans l'équipe, mais aussi que chacun sache ce qu'il a à faire et qu'il le fasse efficacement. Merci Hélène. Alors justement, on a parlé de comparaison avec nos voisins européens. Rémi Barbe, donc, vous avez, vous, des éléments justement Alors, déjà sur ce changement de réglementation, à votre avis, alors je rappelle, vous êtes à la DRETS, peut-être nous rappeler votre fonction exacte. Oui. Je suis mauvais élève, j'ai oublié de le noter. Oui, donc je suis ingénieur de prévention à la DRETS PACA, donc je suis référent sur l'hyperbarie pour le système d'inspection du travail pour toute la région PACA, donc j'interviens en appui quand il y a des enquêtes à faire, et puis pour former les agents de contrôle aussi sur ce sujet-là depuis quelques années, donc je commence à avoir une petite expertise. Je suis un agent du ministère du Travail, donc je ne pourrais pas dire plus que Caroline Genon sur le futur réglementaire, mais peut-être que ma présentation parlera pour moi, et puis vous pourrez peut-être me réinterroger à la fin, finalement, sur est-ce que je tire une conclusion des choses. Si j'ai des choses à dire, ça recoupera ce qu'on dit tout le monde ici, voilà, absolument tout le monde, y compris la dernière intervention aussi d'Hélène. Donc, je vais passer quelque chose. Alors, ce qui est spécifique, c'est que cette année, la Direction générale du travail m'a mandaté pour aller représenter la France au niveau d'un groupe de travail de la Commission européenne qui vise justement à regarder les réglementations applicables dans les différents pays. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, vous avez sur cette diapositive, voilà, il y a un travail de la Commission européenne depuis quelques années, sensibilisé par le DTC notamment, qui signale une forte accidentologie. Voilà, la Commission européenne, en 2023, s'est dit, bon voilà, maintenant on va bien mettre à plat les différentes réglementations et on va voir ce qu'on peut en faire de cette comparaison. Donc moi, je représente la France, on y trouve d'autres pays, vous avez les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Norvège. Vous avez déjà un beau panel dans ce petit groupe de travail de pays qui ont une culture de la plongée professionnelle et qui ont des réglementations importantes. Il y a d'autres pays d'Europe où on n'a pas du tout de réglementation et ça sera, on a 28 pays
États, si je ne me trompe pas, en Europe. Là, vous n'en avez que 7 ou 8, mais c'est déjà un panel intéressant. Donc ce sont les représentants des États, ce sont des agents soit du ministère du Travail, soit des experts nationaux, représentants aussi expérimentés de l'inspection du travail de ces différents pays. Donc on a autour de la table des gens qui connaissent très très bien ce qui est écrit et aussi comment c'est appliqué sur le terrain, et qui connaissent les accidents qui surviennent dans leurs différents pays. Par chance, il y a de moins en moins, d'après les collègues, d'accidents avec, les raisons seraient multiples, hein, on ne pourrait pas les détailler, sans doute l'évolution réglementaire, l'évolution des consciences, mais il reste des accidents dans d'autres pays qu'en France aussi, en nombre relativement limité. On a moins de 10 accidents mortels par an et par pays, heureusement, mais ça peut être variable, évidemment. Chaque pays n'a pas la même quantité de chantiers dangereux, notamment. Donc on va analyser ces réglementations. On a commencé, puisqu'on se retrouve depuis le début de l'année 2023, donc avec 5 ou 6 réunions, on a déjà fait un bon petit tour de table. Mais le questionnement des États membres, donc des 28 États membres, va débuter dans quelques jours. Et on va commencer on va analyser ça très vite en début de l'année 2024 et peut-être faire des recommandations, en tout cas tirer des enseignements de tout ça et faire des recommandations pourquoi pas aussi, on pourrait parler de guide européen, mais mais je ne vais pas vendre quelque chose qui n'est pas sûr encore, sachant qu'au niveau européen, il y a aussi des associations comme le DTC qui ont aussi leur propre type de recommandations. Ça, c'est le contexte. Sur les questions qu'on a, il y a une trentaine de questions qu'on va poser aux États membres. Ça fait beaucoup. En général, on pose moins de questions aux États membres, mais on a souhaité en poser beaucoup et relativement précises pour pouvoir exploiter quelque chose de qualité. Alors, les questions qu'on va poser, je vous en ai listé un certain nombre. Est-ce qu'il doit y avoir un plan de plongée, quelque chose de documenté pour chaque plongée qui définisse les conditions de plongée et pourquoi pas de secours également. Donc ça va être une question qu'on va poser. On n'a pas encore la réponse et je ne vous détaillerai pas les réponses de ça aujourd'hui. Ensuite, on va demander quelles sont les techniques de plongée. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on s'intéresse à la plongée dite commerciale, hein, celle qui vous concerne aujourd'hui, et pas les activités de plongée scientifique ou d'archéologie, même si potentiellement il y aurait des choses à dire dans ce secteur-là. Ils ont leur propre référentiel, donc on ne les traite pas dans notre groupe. On est bien sur la plongée dite commerciale. Donc on va poser la question, est-ce que le narguilé est une technique privilégiée? Est-ce que le scuba a un droit de citer, etc. Donc ça, c'est une question qui va être posée. On va demander quelle est la composition des équipes de plongée. Donc c'est le sujet dont on vient de traiter, sur lequel je vais faire un focus précis. On va regarder quelles sont les conditions vis-à-vis du porté-secours, hein, du plongeur-secours. Hein. Est-ce qu'il y a des exigences particulières? Là aussi, hein, ça touche un peu le nombre de personnes dans l'équipe, et puis ça touche la question de son équipement lui-même. C'est un sujet apparemment qui peut aussi bouger un petit peu. En tout cas, il pourrait y avoir des propositions là-dessus. Il y a des questions sur la disponibilité du caisson hyperbar, hein, caisson de chantier sur site ou caisson un peu plus lointain dans un centre hospitalier à quelques minutes ou quelques heures du lieu du chantier. On va demander quelles sont les qualifications nécessaires. Évidemment, à peu près partout, il faut un diplôme, hein, pour être, entre guillemets, pour être plongeur. Mais est-ce qu'on a est-ce qu'il y a plusieurs diplômes qui peuvent être nécessaires selon la fonction qu'on occupe, pourquoi pas? Est-ce que les chantiers sont notifiés aux autorités? Ça existe dans certains pays, ça n'existe pas dans d'autres, et c'est plutôt intéressant pour ceux qui n'ont pas cette notification, la souhaiteraient probablement, parce que ça permettrait d'être plus présent sur le terrain et de réguler finalement un peu mieux ce qui se passe sur le terrain. Question sur le suivi médical, il en existe partout évidemment, mais il pourrait y avoir des petites différences entre États. Question aussi sur l'existence de la réglementation en dur, mais aussi de guides, hein, qui peuvent être plus ou moins référencés, avoir une valeur plus ou moins juridique selon les États. Et puis voilà, question sur est-ce qu'il y a des populations qui échappent à la réglementation ou au contraire qui sont bien inclus, comme les travailleurs indépendants. Donc en France, vous devez savoir que les travailleurs indépendants sont concernés par la réglementation. C'est le cas dans d'autres pays, mais pas partout. Alors, bien que dans le petit groupe, hein, de 7 États, ou 7 ou 8, on a déjà vu des choses un petit peu émerger. Avant de questionner les 28 États, on a vu des choses émerger.
Bon, je vous ai cité vraiment des choses, je ne sais pas si c'est les plus importantes, mais il ne s'agissait pas de rentrer dans tous les aspects. On a vu que les formations, effectivement, il en faut partout, mais elles s'appliquent aux plongeurs de façon générale et pas forcément à d'autres fonctions, comme le superviseur qu'on appellerait chef d'opération hyperbar chez nous. Le narguilé, on voit que c'est la norme pour toute la plongée commerciale dans tous les autres pays. Voilà, la norme n'empêche pas qu'il y ait des cas particuliers. Le principe, évidemment, ce sont d'avoir des équipes avec 4 fonctions que vous connaissez, alors qu'il peut avoir des noms en anglais un peu différents, en français aussi, mais on va être sur un plongeur de secours, un aide et un superviseur qu'on pourrait appeler chef d'opération hyperbar avec notre réglementation. Et puis je reviendrai sur cette... J'ai écrit 4 personnes ici, mais la diapositive d'après sera plus précise encore. Et puis voilà, et sur la disponibilité des caissons, il n'y a pas de différence significative qui apparaît aujourd'hui. Voilà, la diapositive que vous attendez tous ou pas, en tout cas, voilà, j'ai essayé de la faire rapidement en fin de semaine dernière. J'espère ne pas avoir commis d'erreur. Je connais... toutes ces réglementations à peu près, en essayant de les avoir lues en anglais ou en les ayant faites traduites. Les experts de chaque pays m'ont aussi confirmé les choses, donc je ne dois pas être trop loin de la vérité. Il y a quelques années, pour ceux qui avaient été aux Assises à Marseille en 2019, il y avait Amanda Sordes qui avait présenté des données là-dessus, avec un petit peu moins de pays ou d'institutions, mais c'était très proche de ça. Ces données étaient très justes, et je les reprends, enfin je les fais miennes, et je les précise ici. Voilà, donc vous le voyez ici, voilà, le classement est un peu aléatoire des États ou des institutions. Les institutions, ça va être le DTC, donc une association européenne de la plongée, et puis l'IMCA, qui est une organisation aussi des contracteurs, des donneurs d'ordre, plutôt pour l'offshore, plutôt pour le pétrolier, voilà, qui est international et qu'on applique en Afrique, dans le golfe du Gabon, en Nouvelle-Zélande, enfin voilà, partout où il y a des plongées offshore. Voilà, donc les chiffres rapidement, je ne sais pas s'ils parlent pour eux, probablement. En France, donc 3 plongeurs minimum, je ne vous apprends rien. En Espagne, c'est 5, voilà, sans subtilité autre. Au Portugal, c'est 4. Alors on va dire que c'est du minimum à chaque fois, mais c'est jamais en dessous. En Suède, on est à 4, mais qui peut être réduit à 3 sous certaines circonstances. Ce serait un peu compliqué de les détailler, mais je vous décrirai quand même certaines circonstances sur la diapositive d'après. En Norvège, c'est 4. En Grande-Bretagne, Irlande, c'est 5, qui peut être réduit à 3 dans des conditions contrôlées. J'ai marqué piscine ici. Vous le verrez sur la diapositive d'après également. Pays-Bas, 3 minimum. Australie, Nouvelle-Zélande, 4. Italie, 4. Suisse, 3. Et donc l'association DTC européenne 4 et l'IMCA c'est 5 pour des travaux qu'on peut qualifier d'offshore. Voilà, normalement il n'y a pas d'erreur ou pas de mauvaise interprétation des textes de chacun des pays, mais bon, on ne sait jamais. Ici, sur cette diapo qui sera, je pense, ma dernière, je vous indique ce qui peut être, sur la diapositive précédente, s'apparenter à une réduction de l'effectif par rapport à l'effectif de base. Donc si l'effectif de base peut être 5, peut être 4, quand on est au-dessus de 3, le chiffre français. C'est notamment quelque chose qui est cadré par les textes en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en Suède. Ça apparaissait sur le tableau précédent. Dans ces pays-là, il y a notamment un abaissement de 5 ou de 4 à 3 pour des conditions dites contrôlées. Et dans ce cas-là, les conditions contrôlées, ce sont uniquement les travaux dans des piscines. Dans des piscines avec une visibilité absolument parfaite. Pas une piscine pleine de résidus d'eau usée. On n'appellerait ça pas une piscine d'ailleurs. Et puis, dans certains pays, effectivement, l'allègement peut se faire, c'est la Grande-Bretagne aussi, et l'Irlande, selon des conditions qu'ils appellent un peu bénignes, et qui sont, j'ai listé l'ensemble des paramètres qui doivent être remplis, une eau claire, une absence de courant fort, une absence de risque d'aspiration et de plaquage,
une mise à l'eau et une sortie de l'eau simple, la connaissance du site de plongée et des tâches brèves et peu complexes. Donc dans ces conditions bénignes, et dans les pays qui évoquent ces conditions bénignes, effectivement, l'allègement de l'équipe de base peut exister. Et voilà, et quand même ce qui distingue la France, mais d'autres pays de la Grande-Bretagne par exemple, c'est que là-bas, le donneur d'ordre est visé directement par la réglementation. C'est à lui un peu que... sur lui que reposent aussi les conditions dans lesquelles on se déroulait l'opération. Voilà. Donc, ça, philosophiquement, ça change un peu la donne, même je pense en termes de responsabilité directement pénale aussi. Le donneur d'ordre, voilà, c'est à lui que l'on demande de faire des choix et pas seulement à l'entreprise de proposer des choses pas chères, quoi. Donc voilà, je crois que c'était ma dernière diapositive. Voilà, non, juste pour dire que les travaux européens, on ne va pas être que sur la composition de l'équipe. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un des points les plus importants. On va regarder tout ça tranquillement en début 2024. Et voilà, et on sortira au niveau européen, c'est pas moi, mais le niveau européen sortira lui aussi sans doute quelques lignes directrices pour la prévention. Merci pour cette présentation. Alors, j'ai une dernière question pour Caroline Genon, peut nous remettre avant la pause déjeuner. J'anticipe, on va avoir un petit temps d'échange avec la salle, hein, où vous pourrez poser des questions, mais j'anticipe sur les questions qui ne manqueront pas d'être posées, sur les deux arrêtés, hein, qui sont très structurants pour la profession, l'arrêté relatif à la mention D et l'arrêté relatif au CPH, conseiller à la prévention hyperbare. Caroline Genon, est-ce qu'on peut dire deux mots, où est-ce qu'on en est de la parution de ces deux textes? Mais pour le moment, donc, la parution de l'arrêté mention D, si tout se passe bien, ce serait donc en début d'année 2024. La suite, il a été validé lors du COCT du 14 décembre 2022. Mais nous avons eu un expert qui avait formulé un certain nombre d'observations, article par article, ligne par ligne, qu'il a fallu étudier à nouveau, hein, malgré les précédents consensus qui avaient été donnés avec un groupe d'experts techniques et d'experts d'organismes professionnels. Donc, comme il s'agit d'un débat démocratique, bien évidemment, on a dû procéder à de nouvelles analyses des textes à l'issue de ces observations. Donc, ça a pris. Nous avons attendu également la CS2 du COCT du 7 juin pour au final s'apercevoir que nous n'avons pas à tenir compte des observations, donc nous ne les avons pas retenues. Et nous sommes restés à la rédaction du texte qui avait été présenté le 14 décembre 2022. Nous attendons une nouvelle validation officielle de la prochaine CS2 du COCT qui devrait se tenir le 6 décembre prochain. Et bien évidemment, le nécessaire sera fait pour une publication début 2024. Très bien, mais début 2024, toute autre affaire. On vous en avait perdu un peu la connexion. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Un mot sur trois. Ah, donc, bah voilà. Ça peut être gênant, un mot sur trois parfois, si on retient ce qu'on veut retenir. Et sur le deuxième, et sur le deuxième arrêté. Alors là, c'est une toute autre affaire avec des exigences de France Compétences, hein, qui a été créée en 2019 par la loi de 2018, hein, concernant la liberté de choisir son avenir professionnel. France Compétences, c'est un organisme qui a été créé pour pouvoir, comme vous le savez tous, assurer le financement, la régulation, l'amélioration du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc, nous avons dû mettre en stand-by la rédaction de ce projet d'arrêté pour la simple et bonne raison que je vais aussi parler du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, parce que les deux sont concernés. Voilà. L'enregistrement de ces deux certificats au répertoire nationaux, RNCP ou RS, sont l'une des orientations que nous considérons sérieusement au sein de la DGT, au même titre que les autres formations qui sont liées aux risques professionnels qui sont très exposants, hein, comme l'amiante, les risques biologiques, les risques chimiques, le rayonnement ionisant également, dont les contenus de ces
informations sont réglementées. Mais cet enregistrement pour l'organisme certificateur, donc on entend par organisme certificateur celui qui va déposer le dossier d'enregistrement auprès de France Compétences. Alors ça peut être un organisme de formation, si on se trouve dans le cadre d'une procédure de droit commun, donc je ne vais pas vous l'expliquer en détail, ou alors dans le cadre d'une procédure spécifique, donc c'est-à-dire dite enregistrement de droit. Une procédure donc pour des certifications rendues obligatoires, aussi bien au niveau européen que national, pour l'exercice d'une activité professionnelle. Et là, cet organisme certificateur serait un ministère. Voilà. Parmi toutes ces obligations qui relèvent de l'organisme certificateur, je vais vous en citer donc une des principales, c'est la construction d'un référentiel de compétences et d'évaluation. Voilà. Nous avons également l'habilitation du jury qui doit être 50%, qui doit être constitué de membres qui sont à 50% extérieurs à l'organisme qui a formé le candidat. L'organisation de l'évaluation, encore la transmission des données relatives aux titulaires de la certification à la caisse de dépôt. Et voilà, il y a d'autres obligations qui sont tout aussi importantes. Bon, la base, c'est la construction d'un référentiel de compétences et d'évaluation, vous avez bien compris. De toute façon, dans tous les cas, le dossier d'enregistrement qui est constitué va être examiné par une commission compétente de France Compétences, qui est donc l'autorité nationale de la régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors, la DGT, avant qu'elle n'envisage des évolutions réglementaires et au vu du nombre de certifications de la 4e partie du Code du travail qui sont concernées, on a à peu près une dizaine, nous souhaitons finaliser une solution globale permettant de nous assurer tant de la conformité des dossiers d'enregistrement aux exigences de France Compétences que de la gestion des différentes étapes du cycle de vie de chacune de ces certifications. J'ai une date d'enregistrement pour la formation conseiller prévention hyperbare, dont la rédaction de la réglementation, enfin du projet du texte réglementaire se fait en part de la réflexion menée sur la constitution des référentiels de compétences et d'évaluation pour janvier 2025 et pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, une date d'enregistrement prévue pour septembre 2024. Voilà, mais là, nous n'avons pas d'autre choix que de se conformer aux exigences de France Compétences. Et c'est pour ça que ce travail, parce que j'avais commencé à constituer un certain nombre de groupes de travail d'experts techniques qui sont présents aujourd'hui aux assises, dont Jean-Claude Stéphanie, l'OPPBTP, avec Eric Lemaire. On vous entend très mal, je suis désolée, on vous entend très très mal, on entend nous aussi qu'un mot sur 5 au mieux. Non, c'est Cédric Parot. Ah, je suis désolée. Donc, j'en suis désolée. Donc, allô ? Oui, on vous a perdu, mais je pense est-ce qu'on a eu l'essentiel de l'information Arnaud, sur cet arrêté CPH même plus. Je suis désolée, Madame Genon, on est vraiment là, on est un petit peu embêté par la technique, mais je pense qu'on a compris le message général et les échéances surtout. Ouais, là, on vous a bien entendu sur les échéances. Voilà, et puis la bonne nouvelle, c'est justement l'inscription au registre de France Compétences avec un référentiel qui devra être écrit et auquel donc on participera forcément, et ça c'est la bonne nouvelle du jour. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. Désolée pour ces petits aléas techniques. Merci à tous. Alors, avant de partir déjeuner, on a un petit temps d'échange. On avait prévu un petit temps d'échange avec la salle. Donc, s'il y a des questions pour nos intervenants, voilà, on va vous faire passer le micro. Bonjour à toutes et à tous. Sylvain Romeuf, entreprise Romeuf. Arnaud, on en avait parlé une fois. Il y a une problématique sur les visites subaquatiques. On a on a quelques bureaux d'études qui font de la visite subaquatique en bouteille, donc en classe 2 mention B. Est-ce qu'il est possible, on ait une action, communication envers soit les donneurs d'ordre, soit ces entreprises-là, pour leur expliquer quand même que le 2B et le 2A est... Bon, voilà, c'est quand même un problème.
Je veux bien que je réponde parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal travaillé, on a pas mal travaillé collectivement sur les CQP, justement les référentiels de compétences. Et on le verra cet après-midi, il y a une petite présentation. Et on en parle très souvent aux donneurs d'ordre parce que c'est finalement eux qui choisissent, étant donné que l'inspection, si elle n'est pas réalisée dans des ouvrages qui sont réservés aux mentions A, en l'occurrence des ouvrages dangereux, tels que barrages ou ouvrages industriels, etc., pourrait être réalisée légalement par des plongeurs de la mention B. Donc ça, c'est le côté réglementaire. Mais en réalité, sur l'aspect sécurité pure, il y a quand même énormément de plongées en rivière qui sont extrêmement délicates. Ensuite, je vois mal comment ces bureaux d'études arrivent à mémoriser l'intégralité des défauts de tous les appuis immergés d'un ouvrage d'art et arriveraient ensuite à pouvoir le restituer en sortant de l'eau, quoi. Donc il y a vraiment effectivement du coup une suspicion d'une certaine légèreté sur la manière dont sont surveillés les ouvrages, pour une raison purement économique. Hein. Il ne faut quand même pas se voiler la face. On parle de passer de 3 à 2 scaphandriers, et des scaphandriers de la mention B qui peuvent plonger 6 heures par jour. On ne joue pas du tout dans la même cour. Et nous, on milite et on défend cette formation CQP parce que d'abord, elle impose d'être mention A et minimum A3. Auprès des donneurs d'ordre, et ce qu'on espère, c'est que justement les donneurs d'ordre vont adhérer collectivement et globalement à ce choix-là. Oui, bon, ça, je suis d'accord, c'est super, il faut vraiment qu'on fasse ça, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi, à chaque fois, on a plein de choses à faire, tous ces petits fascicules qu'on va organiser, qu'on va créer, il y a quand même pas mal de gens enfin, qu'on sait cibler et que nous, tous entreprises, on pourrait d'ailleurs faire remonter au syndicat en disant, voilà, il y a tel organisme, je pense qu'il faudrait leur écrire, leur expliquer, quoi. Parce que les gens ne savent pas vraiment, quoi. Et comme c'est pas clair, bon, je pense que c'est à nous vraiment de marteler un peu plus, quoi. Oui, mais on en reparlera tout à l'heure à l'occasion des ouvrages d'art. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas? Une question dans le fond, derrière vous. Bonjour à toutes et à tous. On voyait tout à l'heure sur la vidéo des gens porter secours. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une problématique dans nos équipes et nos jeunes équipes qui ont un CH et qui sortent des écoles. Aujourd'hui, on le voit sur des exercices. Aujourd'hui, le porter secours dans notre activité, sortir un plongeur combinaison humide sur une barge de travail en aluminium, lui poser un défibrillateur et appuyer sur le bouton, engage une vraie responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir, et du côté, je pose la question aux représentants du syndicat des scaphandriers ici présents et aux représentants du syndicat des sociétés de travaux immergés, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du titre professionnel, on ne pourrait pas tout simplement remettre un PESE1 avec, lors du refresh, la possibilité d'avoir de vrais secouristes du travail, parce qu'aujourd'hui, on pourra ajouter 4, 5, 6, 7 personnes avec des moyens de sortie. Mais aujourd'hui, si on est vraiment, vraiment honnête les uns avec les autres, je ne vois pas beaucoup de vrais secouristes scaphandriers sortant du diplôme. Et je pense que dans le cadre des écoles, aujourd'hui, où à un moment donné, on est dans un cadre de formation, c'est bien de remettre les employeurs et les patrons face à leurs responsabilités, d'assurer les formations de secourisme au sein de leurs employés. On court tous dans tous les sens. C'est très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas rétablir des vraies formations de secourisme adaptées à notre travail dans les centres de formation et dans le cadre du titre professionnel? Et est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier du refresh pour remettre systématiquement ces élèves et ces professionnels dans le secours? Parce qu'aujourd'hui, les images que je vois tout à l'heure, elles sont magnifiques, sauf que, je répète encore, ne pas retirer l'intégralité d'une combinaison humide et salée à un plongeur et lui poser un défibrillateur. Je laisserai aux médecins et aux secouristes professionnels l'analyse. Je ne suis pas sûr qu'on lui apporte un bien séant. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour du côté... Donc, que fait dans ce cadre-là le porte-parole des syndicats pour les scaphandriers et pour la préservation? Parce que c'est une vraie question, hein. Quelle est votre réflexion de ce côté-là par rapport aux scaphandriers de se porter secours? Ouais, je crois qu'on est tous d'accord sur le besoin de chacun
de renforcer la formation au premier secours, comme le faisait remarquer tout à l'heure Hélène. Et c'est un devoir de chaque entreprise de remettre à niveau les compétences des premiers secours dans ces entreprises. Aujourd'hui, il n'y a qu'une obligation finalement dans le Code du travail, c'est d'avoir à minima un secouriste du travail sur nos chantiers. Et on est loin des besoins réels de notre profession. Je suis d'accord que mettre un défibrillateur sur un scaphandrier humide, sur une barge de travail en aluminium, chaque situation de travail s'analyse en préambule et bien évidemment, dans le déroulé d'une procédure secours, tout s'analyse et tout s'écrit en fonction du lieu sur lequel on va se trouver. Moi, je suis complètement pour prodiguer une formation qu'on appellerait de secouriste hyperbare du travail. Il y a eu dans le passé un travail qui a commencé dans cet esprit, qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Malheureusement, on ne peut pas être sur tous les chantiers de réforme. J'ai bien conscience que le secours est une donnée essentielle aujourd'hui dans notre métier. On est bien d'accord. Il y a un manque, j'en suis bien conscient. Maintenant, à nous, dans un premier temps, de mettre les moyens à disposition, de former nos gens sur les chantiers pour anticiper ce risque. Et on essaiera de travailler ensuite sur l'évolution du référentiel de formation pour qu'il y ait un module qui soit ajouté dans la formation du titre. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire et on a la chance aujourd'hui avec l'OPPBTP d'être accompagné par des médecins hyperbares de renom. Aujourd'hui, on a le docteur Oblin qui est présent et on peut travailler sur ces standards, on peut travailler sur une formation. On a plein de réflexions à mener et c'est encore une fois un travail collégial qui nous emmènera vers une direction. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité en termes d'écriture et de travail interne. Parce que malheureusement, on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit syndicat. On n'est pas assez nombreux et on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Je vais donner la parole à Eric, puisque vous avez posé la question à nos deux unions. Alors, pour intégrer la formation de secours, effectivement, il y a eu des précédents. On était formés avant. Donc, bien évidemment, l'idée doit faire son chemin. Donc on peut tout de suite aussi parler de mettre en des exercices de secours aussi au moins une fois à l'année en application pour chaque entreprise et puis des progresser en interne. Mais c'est vrai que c'est quand même une nécessité pour un entrepreneur de prévoir dans son portefeuille de formation une formation de secouriste. C'est une obligation réglementaire, au moins effectivement un minimum d'un, et voire resserrer le maillage le plus possible. C'est ce degré de formation qui fera la différence. Mais il faut l'intégrer, il faut le réintégrer, bien sûr. La législation aujourd'hui, c'est un secouriste du travail dans une entreprise. On a différentes équipes qui sont souvent en travaux isolés dans notre métier. On peut être embarqué sur des navires, donc pas de possibilité d'avoir des secours immédiats. Aujourd'hui, on veut rajouter des gens. Le secouriste, c'est un vrai métier avec des vraies qualifications. Se dire, oui, il faut faire des exercices, mais non encadrés par des mesures strictes de secourisme, peut-être arriver à des déformations. Et demain, quand il y aura l'accident et le non-port de secours, c'est ce qui est aujourd'hui à l'étude sur de nombreuses enquêtes après accident de la gendarmerie et de l'inspection du travail. Et pour autant, on nous incite à mettre plus de gens sur les chantiers pour la sécurité, sans apporter la base du secourisme et d'utilisation du matériel obligatoire dans les équipes. On n'a pas l'impression qu'il y a un manque de la base au départ ? Si je peux me permettre, pendant 30 secondes, c'est juste pour dire que déjà, si on parle de secours, c'est qu'il y a le job, entre guillemets, n'a pas, moi je vais dire un mot cru, n'a pas été fait. On est déjà dans le dommage, alors qu'il faut, dans notre posture, parler dans un premier temps de prévention.
Vous soulignez tout à l'heure l'utilisation d'un défibrillateur. Le défibrillateur ne sera actif que lors d'une fibrillation ventriculaire. D'accord? Donc ce qui arrive dans très peu de cas. Bien souvent, c'est un arrêt cardiaque qui sera massif. Alors si je peux m'exprimer ainsi, c'est que je suis formateur SST aussi et d'autres brevets de secourisme. Ce qui est important, c'est comme tout, c'est surtout avoir des gestes réflexes. Des gestes réflexes pour ne pas qu'arrivent ces accidents. Après la gestion d'un accident, on le voit, en règle générale, les scaphandriers, en règle générale, savent réagir. Après, ça nécessite aussi, à la place du défibrillateur, parce que isoler quelqu'un, découper sa combinaison et délivrer un choc électrique, sur une barge en aluminium, c'est pas gênant, comme sur un caillebotis, ce n'est pas gênant, mais c'est que le job n'a pas été fait en amont. Ce qui est important aussi pour nous, c'est l'oxygénothérapie normobar. On est d'accord ? Le défibrillateur est rarement vu, l'oxygénothérapie normobar l'est encore moins. Donc il y a peut-être quelque chose à adapter. Et une personne qui serait peut-être plus à même que moi de répondre à votre question, c'est le docteur Aublin qui ne se cache pas mais qui est en fond de salle. Donc Blandine, si tu veux dire 2 mots, ce serait peut-être... C'est le micro au docteur Aublin, voilà, qui est juste là. Bonjour, donc je suis le docteur Aublin dont on parle depuis tout à l'heure. Je suis médecin hyperbar, je travaille à BTP Santé Travail à mi-temps et je suis donc le médecin référent national de l'OPP BTP pour le groupe hyperbar. Alors, je rejoins en fait monsieur, parce que vous n'êtes pas présenté, je suis désolée. D'accord. Sur le fait que faire une formation de base pour les secouristes, c'est basique, mais c'est ce qu'on devrait tous savoir faire, même dans la vie de tous les jours, et que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, le défibrillateur, effectivement, comme dit Cédric, s'il ne demande pas en fait, d'être déclenché, on va attendre le médecin en fait, pour donner l'adresse, et il faudra seulement masser. Donc, prévention, ça c'est certain pour la cause de l'accident et pour l'éviter. Mais après, pour moi, effectivement, tout le monde, et notamment dans cette profession, pourra avoir une formation basique de SST qui n'est pas compliquée, qui est adaptée pour tout le monde et qui pourrait être faite dans les écoles en fait, de formation des scaphandriers. Oui, et le recyclage, après, on l'a dit tout à l'heure, aussi important. Comme disait aussi Eric, sur les exercices, en fait, moi j'en ai fait avec les pompiers parce qu'on n'a pas les mêmes équipements entre les pompiers professionnels et les secours en fait à personne pour les scaphandriers. Et c'est quand même aussi important de partager en fait les expériences professionnelles de chacun et de voir les difficultés de chacun pour pouvoir aussi, avant l'accident, pouvoir prévoir aussi la gestion en fait de la sortie de l'accident. Enfin, c'est mes observations. Moi, j'aime bien travailler avec tous les partenaires et je trouve qu'on est tous complémentaires. Et à un moment, en fait, il faut tous mettre en commun en fait, nos qualités et puis notre professionnalisme. Voilà. Merci pour cette réponse. Voilà, juste pour conclure sur cet aspect de prévention et de secourisme, il y aura forcément un laïus dans une des fiches de notre guide qui fera allusion à ces prérequis. Là, on parle de prérequis. Quel que soit le nombre de scaphandriers et quel que soit le lieu sur lequel on va plonger, que ce soit sur un navire, que ce soit sur une station d'épuration, dans une piscine en milieu nucléaire, le prérequis dans une équipe, il faudra le définir. Voilà. Et la formation, après, c'est une autre question, savoir si elle doit être diligentée par un centre de formation, si elle doit être organisée par l'entreprise. Ça, c'est un autre sujet. Mais le prérequis, si aujourd'hui une équipe de 3, de 4, on dit il faut 1, 2 ou 3 secouristes du travail, la donnée d'entrée, elle est écrite, elle est connue de tous. Si demain, c'est le centre de formation qui doit l'organiser, ok. Mais aujourd'hui, c'est aux entreprises de former leur personnel en adéquation avec les risques du chantier. Merci pour cette réponse. Une dernière question. Alors attendez, on va vous donner le micro parce que sinon on n'entend pas. Ouais, simplement déjà qu'on soit tous SST et qu'on ait repassé nos SST. Parce qu'il y a plein de scaphandriers, surtout en intérim, il faut le préciser, même chez nous en entreprise, on a passé le SST il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Et donc on est pas recyclé. Donc le gars, il arrive, ah oui, je l'ai fait une fois, je m'en souviens. Mais c'est ça déjà qu'on repasse tous nos SST. Si dans la salle, on doit lever la main qui a son SST qui travaille encore un jour, on va peut-être rigoler. Donc déjà, il faudra faire ça, l'imposer.
Pour rebondir sur les propos d'Alexandra Mathieu-Long tout à l'heure, la sécurité, c'est non négociable. Chez moi, il n'y a aucun retard sur les renouvellements des CST. Voilà, je suis dirigeant, et que ce soit tous mes intérimaires et tous mes salariés, il ne doit pas y avoir de retard sur le recyclage. À partir de là, voilà, c'est non négociable. S'il y a un retard, c'est qu'il y a faute de l'employeur. On prend une dernière question. Oui, bonjour. Ah, pardon, vous Cathy vouliez... Lambreau. Je rejoins M. Romeuf par rapport au SST et tout ce qui se passe au niveau de la sécurité et de la prévention. Pourquoi aujourd'hui certains organismes de formation forment les scaphandriers au SST? Pourquoi d'autres organismes certifiés aussi ne les forment pas au SST? C'est une exigence légale dans le monde du travail. Aujourd'hui, on forme des scaphandriers en PSE1 ou en First Aid qui n'ont aucune valeur dans le monde du travail, qui leur donnent les premiers gestes, c'est sûr. Mais nous, ce qu'il nous faut en tant qu'entreprise, aujourd'hui, qu'on soit dans l'intérim ou entreprise utilisatrice, c'est un SST. Les prérequis dans la formation, on le sait tous, ont été éliminés, d'accord? Avant, ils existaient, permettaient d'avoir une certaine sécurité sur nos chantiers. Aujourd'hui, n'importe qui peut entrer sans prérequis au niveau de la formation. Aujourd'hui, on est tous là, en tant qu'entreprise. On n'a aucune intervention des organismes de formation qui sont quand même la base de notre métier, quel qu'il soit. Ils ne sont pas consultés, ils n'interviennent pas. Et c'est quand même la base des SCAF. C'est quand même nous, entreprises utilisatrices, qui récupérons les jeunes formés, plus ou moins bien, d'accord, et qui prenons effectivement ce risque de recyclage SST, pas SST, PSE1, pas PSE1, First Aid. Il y a trop de disparités en fait au niveau de la formation. Et le risque, en fait, est transféré chez les entreprises. Une réponse, du coup, sur la formation Alors, pour rebondir initiale. un peu sur vos propos, pardon. Non, une réponse voilà, sur la formation. La différence entre le PSE1 et le SST, fondamentale pour les employeurs, c'est que suivant la réglementation, un SST n'est pas formé pour donner entre guillemets les gestes de premier secours. J'insiste sur le fait que le SST est assimilé à un auxiliaire de prévention. Le job premier du SST, c'est de faire que l'accident n'arrive pas. Ensuite, oui, naturellement, il est formé au premier secours, c'est du niveau PSC1, d'accord ? Et là, il n'y a aucun doute, ça fait consensus, tout le monde devrait savoir donner les gestes de premier secours. Mais la plus-value d'un SST, encore une fois, c'est la prévention et ce n'est pas le secours. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais par exemple, on a un bon exemple. Au niveau du film qu'on a vu tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui me choque. Je suis fille de pompier, hein, d'accord, à la base. On n'est pas là pour apporter un regard critique, Cathy, je tiens à le souligner. Tu es membre du SNETI, tu sais comment on travaille, tu sais les actions qu'on a, tu sais à quel point on peut agir sur certains textes et sur certaines formations. On n'a pas la main sur le référentiel des formations. Je ne peux pas... C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas notre rôle. Mais on prend le risque quand même. Non, on ne prend pas le risque. On est employeur, on forme notre personnel de façon adéquate à nos besoins. Je trouve dommage qu'il n'y ait plus de prérequis en sécurité. C'est pas moi qui ai écrit le référentiel des centres de formation. C'est un autre travail qu'on devrait mener. Ça fait partie du... Je suis d'accord. Voilà, les centres de formation ne sont pas là aujourd'hui. C'est un choix. Pourquoi? Parce qu'on a défini une journée de travail en plénière et on ne peut pas aborder tous les thèmes. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai conscience que la formation est toujours le sujet essentiel, crucial, et dont on peut se féliciter sur l'amélioration de formation depuis 4 ans. C'est une évidence. Il y a encore beaucoup de travail à faire, j'en suis conscient. Mais voilà, chaque chose en son temps, Cathy. Alors un dernier mot, Éric Saint-Sulpice, et après on clôturera et on pourra poursuivre les échanges à côté ensuite. Alors pour aller plus loin et pour les entreprises que ça pourrait intéresser, je vous propose de vous rapprocher de MedSup IP, donc Mathieu Coulange, qui pendant plusieurs années a développé une formation donc, du coup, de secourisme en équipe pour les besoins spécifiques de la mise en œuvre d'un secours, d'un caisson de recompression. Donc renseignez-vous. Rapprochez-vous de MedSup de Mathieu Coulange. Donc c'est une formation déjà qui est existante et qui pourrait intéresser un certain nombre d'entreprises qui vont louer des caissons ou sont propriétaires de caissons. Voilà, ça existe en France. Merci.
Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on arrive au terme de cette matinée, très riche d'échanges. Merci à tous. Vous pourrez poursuivre pendant la pause déjeuner à l'espace forum qui est derrière. Vous pourrez rencontrer des partenaires de cette journée sur leur stand. Une petite information avant que vous partiez aussi, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour la journée de demain, la journée technique qui aura lieu à Meyzieux, sur l'un des 3 créneaux auprès de l'hôtesse d'accueil. Voilà, et je vous souhaite une bonne pause déjeuner.